Alors cette boule de poil là, c'est Nuggets, avec un S. Sa maman de cacahuète est morte juste après sa naissance, à cause du sarcome félin, un genre de tumeur cancéreuse. Quand c'est arrivé, j'étais pas bien. Mon veto m'a expliqué que le sarcome, c'était un cancer dû aux adjuvants d'aluminium des vaccins pour félins. Mais qu'il existe depuis 2012 un vaccin sans alu, histoire pour moi de pas flinguer un deuxième chat. Du coup, quand mon bébé est né, j'ai choisi pour lui un vaccin sans aluminium, comme pour mon chat. Sauf que le seul vaccin sans alu, le DTP Mérieux, a été retiré du marché en 2008 après 47 années d'utilisation. J'ai appris alors que tous les vaccins, désormais obligatoires pour les bébés, contiennent de l'aluminium, à l'exception du ROR. Alors il faut qu'on m'explique. On retire l'aluminium des vaccins pour chats parce que ça leur file des tumeurs. On retire l'alu des déos parce que ça nous filerait le cancer du sein. Mais en injecter directement au bébé, ça poserait aucun problème. Ça m'a donné à réfléchir parce que j'aime mon chat, mais je préfère quand même mon bébé. Alors j'ai fait mes petites recherches et ce que j'ai découvert est tout simplement hallucinant. Nous allons dans cette vidéo tenter de comprendre pourquoi l'aluminium vaccinal est très dangereux. Pas seulement pour les chats, mais aussi et surtout pour le nourrisson. Le sujet est franchement très complexe et demande quelques connaissances scientifiques. Alors accroche-toi et n'hésite pas à faire pause si ça va trop vite. L'important, c'est de bien comprendre. C'est sans danger. Tu le sais peut-être, l'aluminium est utilisé comme adjuvant dans les vaccins pour renforcer l'action des antigènes du vaccin, qui provoquent la création des anticorps et donc l'immunité. Une autre définition est très importante à connaître, pharmacocinétique. La pharmacocinétique, c'est ce que devient un médicament dans l'organisme. Moi, je pense que chaque parent devrait poser cette question à son pédiatre avant de vacciner son bébé. Quelle est la pharmacocinétique des adjuvants d'aluminium du vaccin ? Traduction : que devient l'aluminium une fois qu'il est entré dans le corps de mon bébé ? Nous, quand on a posé la question à notre pédiatre, elle a fait à peu près cette tête. De toute évidence, elle ne s'était jamais posé la question. Et c'est bien ça le problème. Elle fait entièrement confiance aux laboratoires et aux organismes sanitaires. Mais alors, qu'est-ce qui justifie une telle confiance ? Eh bien, tous ces organismes nous disent que l'innocuité des adjuvants d'aluminium repose sur de très nombreuses études. Mais ils ne sont pas nocifs pour la santé, tous les rapports le montrent. Oui, sauf que si on les recherche, ces très nombreuses études, on en trouve deux. KISS 2002 et Mythcus 2011. Mais le plus drôle, c'est que Mythcus est la mise à jour de KISS, qui est donc de facto obsolète. J'invente rien, j'ai fait le tour des sites, de l'OMS au CDC américain, en passant par la prestigieuse Oxford Vaccine Group. Une seule étude garantit l'innocuité des adjuvants d'aluminium. Il s'agit de Updated Aluminum Pharmacokinetics Following Infant Exposures Through Diet and Vaccination, que je vais appeler, pour simplifier, Mythcus 2011. Je me ferai un plaisir de l'analyser avec précision dans la troisième partie. Je peux vous dire tout de suite que cette étude est une étude purement théorique, produite par la FDA elle-même, l'une des plus hautes autorités sanitaires au monde. Et que c'est la seule étude qui tente d'analyser la charge d'aluminium du nourrisson, dans le but de montrer que l'alu est absolument sans danger. Circuler, il n'y a rien à voir. Et c'est tout. Il n'y en a qu'une. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. C'est vrai ça. Pourquoi produire des études scientifiques qui coûtent cher s'il suffit d'affirmer n'importe quoi avec aplomb ? Je vous renvoie notamment à l'excellent rapport de l'Organisation mondiale de la santé publié en 2003 et à toutes les études scientifiques. Alors j'ai cherché cet excellent rapport de l'OMS de 2003, mais j'ai rien trouvé. Par contre, on tombe facilement sur un rapport de 2004 qui dit explicitement que l'innocuité des adjuvants est un domaine important et négligé. Blablabla, l'évaluation de leur innocuité est indispensable. On voit bien que la méthode Coué, c'est vachement plus efficace que n'importe quelle étude. Du coup, toutes les autorités sanitaires et leurs apôtres répètent en boucle, grosso modo, 4 arguments indiscutables, qui valent toutes les études du monde. Alors, on y va ? Argument 1. Après injection, l'adjuvant d'aluminium se dissout et est éliminé rapidement du corps dans les urines. Argument 2. Et puis, l'aluminium est partout. On en avale tous les jours dans la nourriture et les boissons. Argument 3. De toute façon, les quantités d'aluminium injectées sont très très faibles et respectent les niveaux de sécurité. Argument 4. Et surtout, les adjuvants d'aluminium sont utilisés depuis 90 ans. S'il y avait un problème, on le saurait. Ah bah c'est hyper rassurant tout ça. On y croit, on peut avoir confiance. C'est sans danger.
C'est sans danger, oui. C'est tellement sans danger que c'est à peine croyable. Oui, sauf que ces arguments sont tout simplement faux. C'est parfaitement démontré aujourd'hui par des rapports officiels ainsi que par de nombreuses études produites par des scientifiques forcément indépendants de l'industrie, un peu partout dans le monde. Ces gens publient leurs travaux, ils sont accessibles et on peut les trouver. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai fait. Et c'est là que j'ai eu la preuve scientifique qu'on nous prenait vraiment pour de gros dindons. Au fait, le savais-tu ? Pourquoi l'aluminium pose-t-il problème et pas le fer ou le zinc ? Bien qu'abondant sur Terre, l'aluminium à l'état naturel est associé à d'autres minéraux. Il n'existe pas à l'état pur, et les composés qu'il forme ne sont pas toxiques pour la vie. Les problèmes ont commencé en 1827 quand Friedrich Wöhler isola l'aluminium et découvrit ses propriétés absolument géniales. Cette découverte allait changer la face du monde. Pour le meilleur, ce métal ultra léger allait bientôt devenir synonyme de progrès, et pour le pire, l'alu est incompatible avec la vie, provoquant de nouvelles maladies dans la population générale. Et c'est pour cette raison qu'on va s'intéresser ici à ce métal si particulier. À toi de juger. Argument 1. Après injection, l'adjuvant d'aluminium se dissout et est éliminé rapidement du corps dans les urines. Voilà le postulat jamais vérifié qui a fait consensus jusqu'à récemment. Croire que l'aluminium se dissout, c'est très rassurant. Donc pas la peine de vérifier si c'est vrai, si ? Ah bon ? Alors vérifions. Que devient l'aluminium des vaccins après injection ? Pour le savoir, il faut définir 4 critères. L'absorption, la distribution, la biotransformation et l'élimination de l'aluminium des vaccins. Il existe 2 sortes d'aluminium dans les vaccins, l'hydroxyde d'aluminium et le phosphate d'aluminium. L'hydroxyde étant le plus utilisé, c'est celui qui a été le plus étudié. L'étude la plus précise à ce jour concernant la pharmacocinétique de l'hydroxyde d'aluminium est translocation lente, CCL2 dépendante, de particules biopersistantes du muscle vers le cerveau, réalisée par l'équipe du professeur Gherardi de l'hôpital Henri Mondor de Créteil. Cette étude, qui s'appelle Rio Cannes 2013, est un article absolument fondamental. L'un des articles médico-scientifiques les plus consultés ces dernières années. J'y ferai souvent référence, alors pour aller plus vite, je m'y référerai comme suit. Alors voici ce qu'observe. D'abord la forme. L'hydroxyde d'aluminium se présente sous forme de grosses particules, de la taille d'une bactérie. Les antigènes du vaccin sont collés dessus. Par comparaison, l'aluminium ionique de l'alimentation est 10 000 fois plus petit. Mode d'administration. L'aluminium a été injecté dans le muscle lors de la vaccination. Ça n'a l'air de rien dit comme ça, mais ça veut tout simplement dire que l'aluminium n'est pas passé par les 3 barrières naturelles du corps. En gros, la peau, les intestins et les poumons. Et oui, normalement ces 3 organes sont censés repousser les éléments nocifs qui risquent de s'infiltrer dans notre organisme. Ici, vu que l'aluminium est injecté dans le muscle, il est entré directement dans la forteresse. Cela signifie que 100% de l'aluminium injecté se retrouve dans l'organisme, sans le filtre des barrières naturelles. Et ça, c'est très important à comprendre. On va y revenir. Observons maintenant l'absorption des adjuvants, c'est-à-dire la quantité d'alu dissous qui va entrer dans le sang. Après injection, les particules d'aluminium vont être phagocytées par des cellules immunitaires, notamment des macrophages. Du coup, ces particules ne sont pas dissoutes par le liquide qui baigne les cellules. Une fois gobées, elles restent sous forme particulière. Et ça, c'est très très important à comprendre. L'hydroxyde d'aluminium n'est pas absorbé. Cet adjuvant n'est pas dissous, comme par exemple l'aluminium de l'alimentation. Le postulat de départ, concernant sa biotransformation, était que l'aluminium particulaire était dissous sous forme ionique. Bon ben ça c'est prouvé, c'est faux. L'aluminium reste majoritairement sous forme particulière. Il est important de noter qu'il va rester concentré dans le système des macrophages. Il ne va pas se diluer un peu partout dans le corps, contrairement à l'aluminium de l'alimentation. Du coup, côté distribution, les macrophages, gavés de particules d'aluminium, vont continuer leur petite vie de macrophages. Ils vont, pour certains, quitter le muscle où a été injecté le vaccin et vont passer pépèrlito dans les canaux lymphatiques, avant de s'accumuler dans les ganglions lymphatiques. C'est là que va se créer l'immunité d'ailleurs. Ensuite, au bout de 3 semaines, les macrophages chargés de particules d'alu vont entrer dans le sang petit à petit et, vous l'avez deviné, vont terminer dans des organes distants, dont le cerveau, où l'aluminium, toujours inclus dans les cellules immunitaires, va s'accumuler au moins pendant les 6 mois qui suivront l'injection. Que se passe-t-il quand l'aluminium arrive au cerveau ?
Eh bien, chez l'adulte sain, le cerveau est protégé des agressions par une muraille très efficace, la barrière hémato-encéphalique. C'est une protection très importante qui garantit le bon fonctionnement du cerveau. On peut raisonnablement conclure que si la barrière hémato-encéphalique est solide et que l'aluminium arrive en faible quantité, il n'entrera pas dans le cerveau. Oui, mais que se passe-t-il si cette barrière n'est pas encore complètement terminée ? Eh bien oui, c'est justement le cas du nourrisson, chez qui la barrière hémato-encéphalique, garante du bon fonctionnement du cerveau, est encore en cours de maturation les 6 premiers mois en moyenne. Ben oui, un nourrisson c'est pas fini, ça se développe. C'est pas un mini-adulte, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Ça a l'air évident dit comme ça, mais nous allons voir que pour toutes les agences sanitaires, on applique des niveaux de sécurité fixés pour l'adulte à des nourrissons. Mais c'est complètement aberrant, non seulement parce qu'il a un poids très faible, évidemment, mais parce que ces barrières naturelles, dont j'ai parlé plus tôt, ne sont pas matures. Il a une barrière intestinale immature, une fonction rénale immature les 6 premiers mois, une barrière hémato-encéphalique immature, bref, il est plus vulnérable aux métaux toxiques. Et le pire du pire, c'est qu'il est en plein développement, notamment son cerveau. Et du coup, le nourrisson ne bénéficie pas des mêmes protections que l'adulte. Ça paraît évident, et pourtant personne ne tient compte de cette donnée capitale. Du coup, l'aluminium qui pénètre dans l'organisme du nourrisson peut entrer dans son cerveau, encore plus facilement que chez l'adulte. Il peut surtout perturber son développement neurologique. C'est notamment pour ça qu'on considère un bébé comme une personne particulièrement à risque. Mais, je vais peut-être un peu vite. Est-ce que l'aluminium pénètre vraiment dans le cerveau ? Parce que tu te dis peut-être, il y a une étude qui le dit. Mais est-ce qu'il y en a d'autres ? Alors oui, il y en a d'autres évidemment. La première étude de référence sur les adjuvants d'aluminium a été réalisée en 1997. Il s'agit de l'étude de Flarent. Cette étude a consisté à injecter des adjuvants à 4 lapins. Des lapins adultes ? Non, maintenant que vous me le dites. Flarent observe alors que l'aluminium migre jusque dans les cerveaux des lapins. Malheureusement, l'étude n'a duré qu'un seul mois, à peine le temps pour l'aluminium d'atteindre le cerveau. C'est un peu court, jeune homme. De plus, Flarent fait une grave erreur dans son étude. Il considère que le postulat de départ, la dissolution de l'aluminium particulaire injecté, est forcément vrai. Du coup, il ne s'intéresse qu'au taux sanguin d'aluminium, qui évidemment est très faible, puisqu'on sait maintenant que les adjuvants d'alu ne sont pas dissous, et qu'ils migrent concentrés dans les macrophages et par les voies lymphatiques. Donc, ne considérer que le taux sanguin en aluminium pour garantir l'innocuité des adjuvants est une très mauvaise idée. Flarent donne dans son étude des taux d'absorption assez étonnants. 17% en un mois pour l'hydroxyde et 51% pour le phosphate. Sauf qu'on n'a pas la moindre idée de la forme de cet aluminium qu'il retrouve dans le sang. Il présuppose que l'alu est dissous sous forme Al3+. Or, à observer que cet aluminium relevé dans le sang est en très grande majorité encore sous forme particulière, au sein des macrophages. C'est une très grave erreur basée sur un postulat faux. Et on verra plus tard pourquoi c'est une grave erreur. Mais Flarent 97 reste une étude de référence, surtout en ce qui concerne l'élimination de l'aluminium vaccinal. Parce que là, on a parlé de l'absorption, de la biotransformation et de la distribution, mais on n'a pas parlé de l'élimination, c'est-à-dire le fait de savoir quand et en quelle quantité l'aluminium quitte l'organisme. C'est un peu ça qui nous intéresse en fait. L'étude observe notamment que l'élimination des particules d'hydroxyde d'aluminium est très limitée. Au bout d'un mois, seul 5,6% de l'hydroxyde d'alu est retrouvé dans les urines des 2 lapins adultes. Si la dissolution de l'aluminium avait été de 17% comme le présuppose Flarent, on aurait dû retrouver, grosso modo, ces 17% dans les urines. Mais ce n'est pas le cas. Flarent aurait dû en déduire que l'aluminium qu'il a retrouvé dans le sang n'était pas entièrement sous forme soluble. Cette observation n'est pas étonnante, car ces particules sont très grosses. Elles sont difficiles à éliminer pour les reins, et en particulier chez le nourrisson, qui de toute façon a une fonction rénale immature. Il élimine très mal les toxines. Cette observation est très importante. Elle vient tout simplement contredire le postulat de départ. Non, l'hydroxyde d'aluminium ne se dissout pas rapidement. Non, il ne s'élimine pas rapidement du corps. Alors, résumons. Les études de Flarent et de Kahn démontrent que l'aluminium migre dans le corps pendant des mois, car l'élimination est très lente, encore plus chez le bébé. L'aluminium pénètre dans le cerveau et s'y accumule pendant au moins 6 mois, surtout chez le bébé. C'est sans danger. Pourtant, l'Académie de médecine souligne dans son rapport de 2012 à propos des faibles taux sanguins observés par l'étude de Flarent
qu'il est peu probable que l'aluminium apporté par les vaccins ait une influence significative sur le risque d'exposition à l'aluminium en général, et que ceci explique la sécurité réelle des adjuvants aluminiques. Ce travail, expérimental unique à ce jour, sert pour la modélisation de la pharmacocinétique des adjuvants. Comment une étude qui n'a duré qu'un seul mois, sur seulement 2 lapins adultes par adjuvant, pourrait être une garantie quelconque? Mais bien au contraire, l'étude démontre que l'argument 1, qui faisait consensus, est biologiquement faux. L'aluminium reste coincé dans le corps pendant des mois. De plus, il atteint le cerveau, ce qui est une information hyper alarmante, en particulier pour le nourrisson, dont la barrière hémato-encéphalique est immature et dont le cerveau est en plein développement. Mais je vous vois plisser les yeux, bande de sceptiques. Vous vous demandez, à juste titre, si cette pénétration cérébrale observée chez l'animal est valable chez l'humain. Alors on va faire un petit tour d'horizon des études qui démontrent la pénétration cérébrale de l'aluminium chez l'homme. Ça commence en gros dans les années 70, avec la fameuse démence des dialysés. À cette époque, les insuffisants rénaux étaient soignés avec des dialyses des reins artificiels bourrés d'aluminium. L'alu, tournant en circuit fermé dans l'organisme, se stockait gentiment et progressivement dans le cerveau, provoquant un état de démence proche de celui d'Alzheimer. Et bien sûr, ils en mouraient. C'est à cette époque qu'on a compris le caractère hautement neurotoxique de l'aluminium. Évidemment, dans ce cas extrême, les quantités d'aluminium étaient énormes. Alors, résumons. L'aluminium est un neurotoxique, c'est-à-dire qu'il est un danger pour le système nerveux central. La littérature ne manque pas d'études sur les effets neurotoxiques de l'aluminium. C'est parfaitement reconnu aujourd'hui. Concernant précisément le nourrisson, le rapport du HCSP cite une étude menée spécifiquement sur des prématurés, perfusés avec des solutions contenant de l'aluminium. Ces bébés témoignaient d'un retard du développement mental pour des doses aussi infimes que 45 microgrammes par kilo par jour d'aluminium. Notons que 15 ans plus tard, une autre étude sur ces mêmes enfants a relevé une diminution de la masse osseuse au niveau des lombaires et de la hanche. Certains effets de l'aluminium sont donc visibles 15 ans après l'intoxication. Les problèmes peuvent survenir à court, moyen ou long terme. C'est la spécificité de l'aluminium. Sa toxicité est une bombe à retardement. Quand un problème de développement ou un trouble neurologique se déclare, parfois des années après l'injection, personne ne soupçonne ce puissant neurotoxique. Et c'est bien pratique comme ça. Le crime parfait, quoi. Enfin presque. Et évidemment, tous ces travaux concernent l'aluminium soluble Al3+. Donc la question se pose légitimement, est-ce que la translocation cérébrale de l'aluminium particulière des vaccins, observée chez l'animal, est valable pour l'humain ? On savait déjà que certaines particules infectieuses pouvaient entrer dans le cerveau par le biais des macrophages. Cette propriété des macrophages est d'ailleurs déjà utilisée en médecine pour délivrer un médicament spécifiquement contre des tumeurs cérébrales, par exemple. Mais qu'en est-il des adjuvants et de leurs antigènes ? Eh bien, cette translocation cérébrale, via les macrophages, a été observée en 2012 dans les cerveaux de 2 jeunes filles décédées d'une vascularite auto-immune après plusieurs injections de gardasil contenant de l'hydroxyphosphate d'aluminium. Les chercheurs ont découvert dans les cerveaux des jeunes filles la présence d'anticorps de papillomavirus VPH16L1, adsorbés sur les particules d'adjuvants d'aluminium. C'est donc une première preuve que l'aluminium des vaccins peut entrer dans le cerveau humain. Je vous présente maintenant le spécialiste mondial de l'aluminium, le professeur Christopher Exley, qui travaille sur le sujet depuis 35 ans. On le surnomme d'ailleurs Monsieur Aluminium. S'il n'y en a qu'un qui sait de quoi il parle, c'est bien lui. C'est quand même bien dommage qu'aucune agence sanitaire ne l'ait jamais consulté. Bref, très récemment, fin 2017, l'équipe du professeur Exley a publié une étude très importante. Je vais juste présenter les résultats de l'étude, mais pour en savoir plus, n'hésite pas à faire pause maintenant. Il a observé la présence d'aluminium inclus dans des cellules immunitaires en quantité étonnante dans les 15 cerveaux des personnes autistes qu'il a réussi à obtenir, dont 5 qu'il a pu prélever lui-même selon un protocole rigoureux spécifique à l'aluminium. Ils ont observé que l'aluminium était très localisé dans des points précis du cerveau, ce qui rejoint les observations de Kahn. L'aluminium particulaire reste concentré dans les macrophages. Il n'est pas réparti de façon homogène dans le cerveau, comme le sont les métaux biocompatibles, comme le fer ou le zinc. Pour le professeur Exley, cela ne fait plus aucun doute. L'aluminium particulaire des vaccins et l'autisme sont maintenant fortement connectés. Before we did this piece of research, there were a number of possible links between aluminium and autism.
I did not see that the science there was strong enough in any way to make that a really positive link. So I did not see a role for aluminium in autism, and I didn't see a role for aluminium in vaccines in autism. I have to change my mind now on both of these. I have to change my mind that aluminium has a role in autism. I believe it now does. Now, because I have seen the same cells from that we would see at an injection site carrying a cargo of aluminium into the brain tissue of individuals who died with autism, I would now say that we have to think very carefully about who receives a vaccine which includes an aluminium adjuvant. You know, we need to think carefully, is this vaccine a life-saving vaccine or not? And if it isn't, don't have it with an aluminium adjuvant. We're not necessarily talking about immediate effects either. We're talking about potential long-term effects, as we've seen with autism. This is not something that is necessarily immediate, and it is something that can happen over months, years, or even decades. So we need now to be extremely careful and cautious about when we decide to use a vaccine which has an aluminium adjuvant. It worries me enormously to see these data, and I was not worried before we had these data. Alors, d'après toutes les études citées, on peut résumer ainsi sans aucun doute possible. L'aluminium, sous forme Al3+, ou particulière, peut gagner le cerveau de façon retardée, lente et accumulative. Les particules peuvent pénétrer dans le cerveau par le biais des macrophages. C'est expérimentalement démontré. Yes, science! Si la barrière hémato-encéphalique est solide, a priori, pas de problème. Si la barrière hémato-encéphalique est immature ou endommagée, par exemple si l'individu a certaines susceptibilités génétiques, l'aluminium peut entrer dans le cerveau bien plus facilement. Vous me direz peut-être, ok, un peu d'alu dans le cerveau, et alors c'est quoi le problème ? L'aluminium est très neurotoxique. Il est extrêmement dangereux pour le système nerveux central, en premier lieu le cerveau. Car l'aluminium a la capacité de déclencher des inflammations. C'est même son rôle en fait. C'est pour ça qu'on le met dans les vaccins. Seulement une inflammation dans le cerveau, ça fait des dégâts. On va y revenir en détail dans l'argument 4. L'aluminium n'a strictement aucune fonction biologique. Il est forcément toxique pour tout organisme vivant. De plus, il est extrêmement biopersistant, l'inverse de biodégradable. Il peut rester dans l'organisme des mois, voire des années. L'intoxication à l'aluminium peut avoir des effets à court, moyen ou long terme. Sa toxicité est retardée. Et c'est ça qui fait toute la complexité de la toxicité de l'aluminium. Mais c'est aussi ses spécificités qui font de l'aluminium un excellent adjuvant. Un adjuvant un peu trop excellent en fait. Du coup, on se demande, l'aluminium des vaccins est-il dangereux pour mon bébé, oui ou non ? Pour te rassurer, les organismes sanitaires dégaineront alors le deuxième argument. Argument 2, l'aluminium est partout. On en avale tous les jours dans la nourriture et les boissons. Les vaccins constituent un fifrelin d'aluminium par rapport à ce qu'on absorbe avec l'alimentation. Je me suis donc posé une première question. Quelle quantité d'aluminium ingère-t-on par jour via la nourriture ? Sur le site Vaccination Info Service du ministère de la Santé, il est précisé que les sources quotidiennes d'apport dans l'organisme sont de 3 à 5 mg par jour par voie orale. Mais ce n'est pas très clair. Parle-t-on des quantités ingérées ou des quantités qui entrent effectivement dans le sang, autrement dit des quantités absorbées ? Pour le savoir, j'ai trouvé sur le site de l'ANSM un rapport de l'ex-AFSA assez précis. On y trouve des tableaux qui récapitulent les teneurs en aluminium par aliment. On voit d'emblée que la plupart ont moins de 1 mg par kilo d'aluminium, le pain étant l'une des sources principales avec 4 mg d'aluminium par kilo de pain. Le rapport conclut que l'adulte ingère 0,16 mg par kilo par semaine, environ 1,37 mg par jour pour 60 kg, et le bébé 0,43 mg par kilo par semaine, soit 0,3 mg par jour pour 5 kg.
Pour rappel, une injection d'Infanrix Hexa contient 0,82 mg. Un fifrelin. Partons donc sur le chiffre avancé par le site Vaccination Info Service de 3 mg ingérés par jour pour l'adulte. Se pose alors une deuxième question. Quelle quantité d'aluminium ingérée par la nourriture entre vraiment dans le sang? Parce que c'est un peu ça qui nous intéresse en fait. D'après le rapport de l'ex-AFSAPS sur l'aluminium dans les cosmétiques, on apprend que l'aluminium ingéré, sous forme Al3+, est stoppé par la barrière intestinale. 0,1% à 0,3% passe cette barrière intestinale, tandis que plus de 99,7% finit là. L'aluminium absorbé dans le sang est filtré à 80% par les reins et rejeté dans les urines en moins de 2 semaines. Tout cela est valable pour l'adulte sain. L'EFSA retient donc la valeur de 0,1% d'absorption. On peut donc comparer les deux apports d'aluminium ainsi. L'aluminium de la nourriture et des boissons, aluminium soluble Al3+, pénètre durablement à 0,1% dans l'organisme, tandis que l'aluminium des vaccins est injecté, donc pénètre durablement à quasi 100% dans l'organisme sous forme non soluble. L'aluminium soluble est éliminé à 99,9% en moins de 2 semaines, tandis que l'hydroxyde d'aluminium des vaccins est trop gros pour être éliminé rapidement. Cela va prendre au mieux 6 mois. Petite remarque au passage, il est important que l'adjuvant du vaccin reste longtemps dans le corps. S'il était éliminé rapidement, il serait moins efficace. Mais pour le nourrisson, c'est un peu différent. Car n'oublions pas que le bébé a une fonction rénale immature les 6 premiers mois en moyenne. Il n'est pas capable d'éliminer les métaux toxiques correctement. De plus, sa barrière intestinale est également immature. Il peut absorber 10 fois plus d'aluminium que l'adulte. Le bébé est donc particulièrement pollué par l'aluminium, comme en témoigne le rapport de l'ex-AFSA. Sachant cela, faisons un petit calcul. Disons que Britney, pesant 60 kg, avale 3 mg d'aluminium par jour par la nourriture. Avec un taux d'absorption de 0,1%, on obtient une quantité d'aluminium dans le sang de 0,003 divisé par 60, soit du 0,05 microgrammes par kilo par jour pour un adulte moyen. Pour le bébé Jean-Kévin, on sera plutôt sur du 1% d'absorption. Il absorberait donc 0,6 microgrammes par kilo par jour. Passons maintenant à l'apport d'aluminium par la vaccination pour le bébé. Si on injecte l'Infanrix Hexa et le Prevnar, comme prévu par le calendrier vaccinal à 2 mois, c'est 0,945 mg d'aluminium qui va migrer dans l'organisme. Et si cet organisme pèse 5 kg, un bébé de 2 mois, on obtient une charge de l'ordre de 189 microgrammes par kilo par jour, qui va perdurer pendant des mois, en augmentant régulièrement du fait d'une élimination très faible de l'aluminium des vaccins et de l'injection régulière des vaccins du calendrier la première année de vie. Une petite partie est certes éliminée au cours du temps, mais la grosse majorité de cet aluminium persiste dans le corps du nourrisson pendant des mois, faisant augmenter mathématiquement la charge en aluminium du nourrisson à chaque injection. Au fait, c'est quoi la charge corporelle d'un toxique ? C'est la quantité de toxiques, métaux lourds, pesticides, additifs, qui persistent et s'accumulent dans l'organisme, mesurée à un temps donné. Plus l'accumulation est importante, plus le risque d'avoir un problème de santé est grand. Une forte charge d'aluminium dans un tout petit organisme est une information extrêmement inquiétante. D'où le mythe de l'élimination rapide de l'aluminium qui camoufle le danger de la charge corporelle en aluminium du bébé. De nos jours, nos corps sont hyper pollués par les substances chimiques, et ce, dès la naissance, notamment via la vaccination. Tu imagines que pour obtenir la même concentration d'aluminium chez l'adulte que celle relevée chez le bébé à 2 mois, il faudrait injecter 22 vaccins contre l'hépatite B à un adulte de 60 kg. C'est simple, le nourrisson reçoit en un jour par la vaccination 300 fois plus d'aluminium que l'adulte n'en absorbe par la nourriture, du fait des caractéristiques physiologiques particulières du nourrisson et de la pharmacocinétique spécifique des adjuvants. Alors si en plus on considère la concentration de l'aluminium, on arrive à des taux hallucinants, de l'ordre de 4000 fois plus. D'autant que, si tu as bien compris, l'aluminium des vaccins reste confiné dans le système des macrophages qui représentent environ 1 à 3% du poids du corps. Bref, l'aluminium n'est pas dilué, il reste très concentré, contrairement à l'aluminium de la nourriture qui, lui, se diffuse dans tout l'organisme. Ok, j'avoue, le sujet est très complexe, mais une chose est absolument claire. Tu sais maintenant quoi penser quand tu entends Un fifrelin d'aluminium par rapport à ce qu'on absorbe avec l'alimentation. This
is bullshit. Pour résumer, on injecte à un bébé de 2 mois l'équivalent en quantité d'une année d'aluminium absorbé par l'adulte via l'alimentation. L'argument 2 est donc faux. C'était un message de Brigitte Autran, qui a participé à la rédaction du rapport de référence Aluminium et vaccins du HCSP. Rassurant, non ? Petite mise à jour, que dit aujourd'hui le site Vaccination Info Service ? Pendant l'été 2018, ce site a tout simplement supprimé en catimini le paragraphe relatif à cet argument. Par contre, ils n'ont pas changé la date de mise à jour. C'est pas beau de mentir. Enfin, on voit bien que leur argumentaire se réduit comme peau de chagrin. Allez, encore un petit effort. Bon, on est d'accord, on vient de comparer l'aluminium avalé et l'aluminium injecté. Tu es d'accord ? Et si je te dis maintenant qu'un toxicologue digne de ce nom trouverait cette comparaison complètement stupide ? En effet, comparer les quantités d'aluminium de 2 formes différentes et de 2 voies d'administration différentes, c'est complètement idiot, puisque ces 2 formes sont neurotoxiques, avec chacune une toxicité particulière, et donc que les toxicités de chaque forme s'additionnent. Tu vois bien l'arnaque là ? L'argument 2, c'est un peu comme dire « De toute façon, t'as la peste, alors du choléra en plus, ça pose pas problème. » C'est juste idiot. L'aluminium de l'alimentation et l'aluminium des vaccins sont tous les 2 dangereux. Le nourrisson, en plein développement, devrait être protégé un maximum contre ces charges d'aluminium. Il est particulièrement sensible à la pollution, et notamment aux neurotoxiques. Et c'est pourtant à cet âge si crucial pour le développement neurologique que l'on injecte les plus grandes quantités d'aluminium. La vérité vraiment dérangeante dans toute cette histoire, c'est qu'aucune étude officielle n'a jamais mesuré précisément la charge d'aluminium de nos bébés. Et surtout qu'aucune étude officielle n'a précisément analysé les effets de cette charge d'aluminium sur le développement neurologique du nourrisson, à court, moyen ou long terme. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Aucune ? En fait non, il y en a une seule, tu te souviens ? Je parle de Midcus 2011 évidemment, qui nous garantit que les doses d'aluminium reçues par le nourrisson, par l'alimentation et par la vaccination sont sans danger pour sa santé et son développement neurologique. C'est sans danger. Eh bien, préparez vos mouchoirs, c'est ce que nous allons voir. Argument 3. L'aluminium des vaccins est injecté en faible quantité et toujours sous les niveaux de sécurité. Et voilà, comme promis, on va analyser enfin la seule étude qui permet à toutes les agences sanitaires du monde d'affirmer que les adjuvants d'aluminium des vaccins ne sont pas dangereux. Et évidemment, il s'agit d'une étude théorique qui se base en grande partie sur l'étude de notre ami Flarent. Tu te souviens, les 4 lapins adultes ? Cette étude a été financée en 2011 par la FDA elle-même dans le but de rassurer le public et la communauté scientifique qui commençait très sérieusement à douter de l'innocuité des adjuvants d'aluminium. Alors, que dit cette étude ? L'idée est la suivante. Déterminer la charge théorique d'aluminium du nourrisson en évaluant l'apport par l'alimentation, l'aluminium est notamment utilisé comme anti-agglomérant dans le lait artificiel, et par la vaccination, en tenant compte des 2 sortes d'adjuvants, le phosphate et l'hydroxyde, ce qui est une très bonne idée, à la base. Notons tout de suite que Midcus se base sur le calendrier vaccinal américain. Mais maintenant que 11 vaccins sont obligatoires en France, nos bébés reçoivent la même quantité d'aluminium que les bébés américains la première année. Une fois que ces quantités d'aluminium sont déterminées à l'aide d'une équation mathématique, Midcus en fait de jolies courbes sur un graphique. Vous remarquez au passage que l'apport en aluminium par la vaccination est supérieur à l'apport par l'alimentation, et évidemment. Puis, Midcus vérifie que ces courbes représentant la charge théorique d'aluminium du nourrisson n'atteignent pas les niveaux de sécurité définis par les agences sanitaires. Tu sais, la fameuse dose journalière acceptable d'un poison. Ces niveaux dits de sécurité sont censés garantir l'innocuité des doses journalières d'aluminium qu'on ingère par l'alimentation. Le premier gag, c'est que ces niveaux sont définis pour l'adulte sain, mais on les applique sans état d'âme au nourrisson. Ce qui est franchement YOLO, mais tu as compris le délire.
Si les courbes de quantité d'aluminium restent sous le niveau de sécurité, elles sont considérées comme inoffensives et un simple coup d'œil au graphique de Midkus suffirait à rassurer n'importe quelle mère poule un peu trop inquiète. On est loin des niveaux considérés comme toxiques. Sauf que... Premier problème, les niveaux de sécurité. Midkus utilise tout naturellement les niveaux de sécurité fixés par l'ATSDR américaine, qui stipule qu'il ne faut pas dépasser la dose de 1 mg d'aluminium par kilo par jour, soit l'équivalent de la quantité d'aluminium absorbée si on mange 15 kg de pain par jour pour un adulte de 60 kg. Tu comprends mieux pourquoi les zones de sécurité sont si larges ? Avec un niveau de sécurité pareil, tu peux avaler 15 kg de pain par jour sans problème. Ils sont trop forts, ces Américains. Mais nous sommes en Europe et le niveau de sécurité retenu par l'EFSA est de 1 mg d'aluminium par kilo par semaine, soit un niveau 7 fois moins élevé. Alors il se passe quoi si on utilise un niveau de sécurité européen ? Eh bien, on voit tout de suite que chaque courbe représentant la charge d'aluminium du nourrisson dépasse déjà les niveaux de sécurité. Et ici, on ne considère qu'une petite partie de l'aluminium injecté au bébé, car, en effet, deuxième problème, on ne considère que l'aluminium soluble Al3+, retrouvé dans le sang. Tu le sens venir là, l'entubage ? Si tu te souviens de la pharmacocinétique des adjuvants, tu sais qu'ils sont insolubles, migrant au sein des macrophages sous forme particulière, via les voies lymphatiques. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les niveaux de sécurité ne sont fixés que pour l'aluminium soluble Al3+, de l'alimentation. Mais ici, on doit évaluer la toxicité de l'aluminium particulière des vaccins, qui n'a ni le même mode d'administration, ni la même pharmacocinétique, ni donc la même toxicité. Qu'à cela ne tienne, il suffit de croire que l'aluminium se dissout au moins en partie. L'erreur consiste donc à croire que seul cet aluminium dissous est toxique, et que seul cet aluminium dissous participe à la charge corporelle en aluminium du nourrisson. Cela implique donc l'idée que les particules d'aluminium, elles, ne comptent pas. Elles sont purement et simplement effacées de l'étude. C'est du pur génie. Je m'explique parce que c'est pas évident à comprendre. Si tu as bien suivi mon exposé, tu sais maintenant qu'il y a 2 problèmes avec l'aluminium. L'aluminium soluble Al3+, provenant en grande partie de l'alimentation. Sa toxicité dépend de la quantité. En gros, la dose fait le poison. C'est une toxicité chimique classique. Mais il y a un deuxième problème. L'aluminium particulaire a des propriétés et donc une toxicité différente de l'aluminium soluble Al3+. On va voir dans une minute que la toxicité des adjuvants relève du domaine extrêmement complexe de la toxicité des particules fines, qui est décorrélée de la dose. En gros, plus la particule est fine, plus elle fait des dégâts. Donc, ne considérer que l'une des formes de l'alu en zappant l'autre, c'est une monumentale erreur de toxicologie. Midkus, lui, il s'embête pas. Il fait exactement comme si les particules n'étaient pas toxiques, alors qu'elles sont justement utilisées dans les vaccins pour leur capacité à provoquer des inflammations. Midkus considère que seul l'aluminium soluble Al3+, doit être pris en compte pour évaluer la charge globale de l'aluminium. C'est du délire. Les particules sont effacées des calculs. C'est pas grave. Et ce tour de passe-passe lui permet donc de faire disparaître par magie 83% de l'hydroxyde d'aluminium et 49% du phosphate d'aluminium. Tu as bien entendu ? Midkus estime que 83% de l'hydroxyde d'aluminium ne pose aucun problème, sous prétexte, justement, qu'il est encore sous forme particulière non dissoute. Alors tu me diras, mais comment il a pu faire ça ? Mais c'est très simple. Il se base sur les fameux taux d'absorption de notre ami Flarent, dont j'ai déjà parlé dans la première partie, qui dit que seuls 17% de l'hydroxyde et 51% du phosphate d'aluminium se dissolvent. Or, Flarent n'a pas cherché à déterminer sous quelle forme migrait cet aluminium retrouvé dans le sang des lapins. Si l'hydroxyde d'aluminium avait été dissous à hauteur de 17%, on aurait dû retrouver ces 17% dans les urines des lapins. Or, ce n'est pas le cas. Lui observe que cet alu est encore sous forme particulière. Midkus ne se pose même pas la question. Pour lui, c'est évident, cet aluminium est sous forme soluble. Pas besoin de vérifier. C'est tout simplement faux. Si on veut déterminer sérieusement la charge corporelle globale en aluminium, il faut considérer que l'aluminium des vaccins est à quasi 100% dans l'organisme. Il ne disparaît pas par magie. Et puis, les niveaux de sécurité n'étant fixés que pour l'alimentation,
on ne peut pas les utiliser pour évaluer la toxicité de l'aluminium particulaire injecté. C'est anti-scientifique. Point barre. À la limite, si on avait appliqué les doses maximales préconisées par la FDA pour les nutritions parentérales des nourrissons, à savoir une dose maximale de 5 microgrammes par kilo par jour, là bon, ça aurait été un peu plus crédible. Mais franchement, utiliser des niveaux prévus pour l'alimentation, c'est juste complètement idiot, ou alors très malin, suivant le but recherché. Autre chose de très gênant, il y a 2 courbes séparées pour l'hydroxyde d'alu et le phosphate d'alu. C'est drôlement malin. Ça divise encore plus les quantités d'aluminium, vu qu'en réalité le nourrisson reçoit dans les vaccins les 2 adjuvants souvent le même jour. Donc il devrait y avoir une courbe supplémentaire qui additionne les 2 adjuvants, non ? C'est l'erreur classique, bien commode. On n'étudie les toxiques que un par un, et on n'étudie jamais l'effet cocktail, c'est-à-dire les interactions entre les toxiques. L'aluminium et le glyphosate, par exemple. Cela permet surtout de minimiser à l'extrême les risques. Ce modèle consistant à compartimenter les toxiques est simpliste, absurde et déconnecté de la réalité. Bon, résumons. Les niveaux de sécurité européens ne sont pas respectés. Même si on ne tient compte que de la petite proportion de l'aluminium retrouvé dans le sang, les niveaux de sécurité sont durablement dépassés. Nous parlons donc ici d'une exposition toxique à l'aluminium au moins durant la première année de vie, si on suit le calendrier vaccinal obligatoire. Cela veut tout simplement dire que l'argument 3 est faux. Bref, tu sais quoi penser quand tu entends Madame Autran dire ? On sait, il est mesuré que la quantité d'aluminium présente dans les vaccins est très en dessous des doses maximales autorisées par l'OMS. Mais bien sûr. Non seulement le concept même de dose journalière de sécurité est un concept extrêmement flou et discutable, mais en plus, si on utilise la dose de sécurité de la FDA, on se rendrait compte qu'une seule injection d'Inforix Hexa représente déjà 30 fois cette dose de sécurité prévue pour les intraveineuses. Mais encore une fois, je trouve qu'on ne pose pas les bonnes questions. Car la véritable question, celle qui a une réelle importance selon moi, c'est celle-ci. La dose est-elle vraiment une garantie d'innocuité lorsque l'on considère les particules d'aluminium ? En d'autres termes, la dose fait-elle toujours le poison ? Car l'industrie a besoin d'utiliser des produits toxiques. Elle nous a donc mis dans le crâne le fameux principe de Paracels. La dose fait le poison. Un toxique, en faible quantité, ne pose pas de problème. Moi, je me demande si c'est toujours vrai. Fritz Haber, le père de la guerre chimique lui-même, avait remarqué que l'exposition à un produit toxique peut avoir des effets sévères, voire mortels, lors d'une intoxication aiguë, mais également lors d'une exposition chronique à de faibles doses. Et avec les nouvelles connaissances en toxicologie, on peut très clairement affirmer que le dogme « la dose seule fait le poison » est obsolète. Ce fait est déjà reconnu pour les perturbateurs endocriniens. Dans certaines périodes du développement, en particulier la période périnatale ou l'adolescence, l'exposition à de très faibles doses de certaines substances peut produire des effets plus importants qu'à des doses plus élevées. D'ailleurs, l'équipe du professeur Gherardi a démontré que c'est le cas de l'aluminium. Même de très faibles doses sont très toxiques, car elles contiennent les particules les plus fines. Et plus c'est fin, plus c'est facile à gober pour les macrophages, et plus ça peut rentrer facilement dans le cerveau. Bref, la toxicité particulière, c'est vachement plus complexe que la simple toxicité chimique de l'ion Al3+, car la dose n'est pas une garantie d'innocuité. Il y a d'autres facteurs à prendre en compte, comme la forme de la particule, sa charge de surface et surtout sa taille. Et ouais, la taille, ça compte. D'autant que ces niveaux de sécurité sont déterminés de façon extrêmement discutable et que nous avons tous un seuil de tolérance différent, avec un taux d'élimination des toxiques propre à chacun. Selon le physicien Eric Millstone, professeur de politique scientifique et spécialiste du système de réglementation de la sécurité des aliments, je vous mets au défi de trouver une quelconque étude scientifique qui justifie le principe de la dose journalière acceptable, car il n'y en a pas. La sécurité des consommateurs repose sur l'utilisation d'un concept qui a été imaginé à la fin des années 50 et est devenu un dogme intangible, alors qu'il est complètement dépassé et que personne ne peut en expliquer la légitimité scientifique. Bref, tu comprends mieux pourquoi, selon les spécialistes de l'aluminium, le professeur Exley, il ne peut exister de niveau de sécurité pour l'aluminium.
Ne considérer que la dose comme gage d'innocuité, c'est un peu comme dire « je vais te tirer dessus, mais avec une toute petite balle, donc il n'y a aucun risque ». Eh bien, ces particules fines, il faut les voir comme des balles. Et elles n'ont pas besoin d'être nombreuses pour faire de gros dégâts. Motherfucker. Surtout chez un bébé. Fuck me. Un nourrisson devrait impérativement être protégé contre tout neurotoxique, plomb, mercure, aluminium et autres, que ce soit par l'alimentation ou par la vaccination. Alors, si après toute cette démonstration, tu crois encore que Mythcus est une étude valable pour garantir l'innocuité des adjuvants d'aluminium, ben tu seras bien la seule. J'ai fait toute ma démonstration, là, ça m'a pris un temps fou, mais je viens juste de me rendre compte que l'étude a été désavouée par la FDA elle-même. Si tu vas sur son site, tu ne trouveras plus l'étude. Elle a été archivée avec cette mention « This web page may be out of date ». Out of date? Non mais sérieux, j'ai fait tout ce boulot pour m'apercevoir que l'étude de Mythcus est désormais considérée comme obsolète. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais aujourd'hui, il n'y a plus d'étude officielle qui garantit l'innocuité des adjuvants d'aluminium. C'est fini. On savait qu'elle était pourrie cette étude, mais là maintenant, c'est officiel. N'empêche que le site de l'OMS continue de l'afficher. Le CDC aussi, alors que le lien est désactivé depuis fin 2017. C'est dire le sérieux de ces institutions. Ouais, je me rends bien compte que j'aurais pu commencer par là. Mais alors, tu n'aurais pas su pourquoi l'étude est bidon. Maintenant, tu sais. Attends un instant, je vais récapituler un petit peu. On a d'un côté de la balance une étude théorique pourrie et obsolète, et de l'autre, des dizaines d'études émanant d'un peu partout dans le monde qui témoignent d'un réel problème lié aux adjuvants d'aluminium. Est-ce que tu trouves ça objectivement rationnel et surtout rassurant? Nous sommes dans un problème qui est essentiellement franco-français. On ne discute pas de l'aluminium aux États-Unis ou à la marge. On ne discute pas de l'aluminium en Espagne ou en Amérique du Sud. Bon. You serious? Non. En vrai, nombreux sont les chercheurs qui tirent le signal d'alarme. Pour te faire une idée, je te propose quelques morceaux choisis. Fais pause pour les lire tranquillement, car ça mérite le détour. Mais si tu crois toujours au Père Noël et à l'innocuité des adjuvants d'aluminium, il reste un argument massu. Argument 4. Les adjuvants d'aluminium sont utilisés depuis 90 ans. S'il y avait un problème, on le saurait. Bon, déjà, il y a 90 ans, tu penses bien qu'on ne faisait pas de tests de toxicité sur les adjuvants. C'était purement empirique. On ne cherchait même pas à comprendre comment ça fonctionne. D'ailleurs, on ne sait toujours pas exactement aujourd'hui. Alors moi, j'ai 3 questions qui me semblent pertinentes à ce sujet. Premièrement, quand a-t-on mis en place les systèmes de pharmacovigilance chargés de surveiller les effets indésirables des médicaments, et notamment des vaccins? Ben oui, c'est évident. Pour soutenir qu'on a 90 ans de recul sur les adjuvants, encore faut-il que le concept même de surveillance des effets indésirables des médicaments existe depuis 90 ans. Or, la pharmacovigilance est née dans les années 70, après une série de catastrophes sanitaires dont la plus marquante a été le thalidomide, à la fin des années 50. En France, les premiers centres hospitaliers de pharmacovigilance se mettent en place à partir de 1973. L'équivalent américain, spécialement dédié aux accidents vaccinaux, les VERS, ne sera opérationnel aux USA qu'en 1990, à la suite du National Childhood Vaccine Injury Act de 1986. Deuxième question. Par ailleurs, est-ce que les systèmes de pharmacovigilance sont efficaces? C'est une question qui mériterait développement. Si on en croit la revue française du praticien de novembre 2011, seuls 1 à 10% des effets indésirables graves des vaccins sont effectivement recensés. C'est un fait officiellement reconnu. Par conséquent, il est très vraisemblable que les effets secondaires, en particulier des vaccins, sont sous-estimés.
D'ailleurs, les scandales sanitaires à répétition, comme la Dépakine ou le Mediator, pour ne citer que les plus récents, montrent bien les limites de la pharmacovigilance. Déjà en 2011, l'IGAS, dans son enquête sur le Mediator, souligne les faiblesses de notre système. Dans cette affaire, comme dans d'autres passées, et malheureusement à venir, ce n'est pas l'excès de principe de précaution qui est en cause, mais le manque de principe de précaution. La chaîne du médicament fonctionne aujourd'hui de manière à ce que le doute bénéficie non aux patients et à la santé publique, mais aux firmes. Au sujet de l'aluminium, William K. Hubbard de la FDA déclarait déjà en 2003 « Malgré le fait que la toxicité de l'aluminium ne soit pas détectée cliniquement, elle peut être grave chez certaines populations de patients, comme les nouveau-nés, et elle peut être plus courante que ce que l'on reconnaît. » Mais pour moi, la question la plus importante est la suivante. Depuis quand injecte-t-on de l'aluminium à des nourrissons ? Par souci de précision, je vais me baser sur les données du CDC américain, qui fait du bon boulot épidémiologique. En France, impossible de trouver ces informations. Alors, jusqu'en 1983, le calendrier vaccinal américain recommandait l'injection d'un DT-Coq mis au point en 1949, DTP en anglais, contenant de l'aluminium, un polio oral sans adjuvant et un ROR, MMR en anglais, sans adjuvant également. Chaque nouveau-né américain recevait donc théoriquement 3 doses d'aluminium avant l'âge d'1 an, si on respectait les recommandations. C'est à partir des années 90 que les nourrissons vont recevoir systématiquement de plus en plus de vaccins adjuvés, notamment avec l'arrivée de l'hépatite B, injectée dès le jour de la naissance, 3 doses de 0,250 mg avant l'âge d'1 an. Puis vont suivre les pneumocoques en 2000 et autres méningocoques en 2005 et leurs doses d'aluminium respectives. En France, jusqu'en 2008, le vaccin favori, le seul à correspondre à l'obligation vaccinale, était le simple DTP Mérieux sans adjuvant. 1 million de doses vendues par an depuis 1961. Bref, les doses d'aluminium injectées aux bébés ont très fortement augmenté au début des années 90, comme en témoigne cette étude, avec ses petits points bleus. On est très loin d'un recul de 90 ans. Nous avons à échelle mondiale un recul de 30 ans maximum sur les adjuvants d'aluminium injectés massivement aux nourrissons. L'argument 4 est lui aussi faux. Tu me diras à juste titre, 90 ans ou 30 ans de recul. Quelle différence si aucune alerte n'a été détectée ? Seulement voilà, il y a 30 ans, dès les années 90, l'histoire de la santé publique mondiale a commencé à prendre un tournant très inquiétant. Si on se réfère encore une fois aux chiffres du CDC, qui fournit les données les plus précises, une nouvelle épidémie s'est développée exactement au même moment chez les nourrissons, quel que soit leur pays, quel que soit leur milieu, même les plus fortunés, ou leur origine ethnique. Mais de façon particulièrement remarquée aux États-Unis. Je veux parler évidemment des troubles du développement neurologique, un large spectre de troubles comprenant entre autres les troubles du spectre autistique, pour ne pas dire tout simplement autisme. Ces troubles étaient déjà si marquants et si nombreux à la fin des années 90 que le CDC a commencé à surveiller l'évolution de près, une évolution exponentielle d'année en année. Oui, je sais, tu penses peut-être que cette augmentation n'est pas réelle, que tout va bien dans le meilleur des mondes et que la seule chose qui a changé ces 30 dernières années, ce sont les critères de diagnostic. Comme si les diagnostics changeaient chaque année. D'ailleurs, le Congrès américain dès 2003 précise dans un rapport sur l'utilisation du mercure « L'augmentation de l'autisme est réelle et ne peut pas être expliquée par un changement dans les critères de diagnostic ni par un meilleur diagnostic. » Et en plus, c'est pas tant l'augmentation le problème. Le problème, c'est le nombre. En 2011, l'ex-secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, soulignait déjà la gravité de la situation. De tous les troubles graves du développement, l'autisme est celui qui connaît la plus rapide expansion dans le monde. Cette année, le nombre de cas d'autisme diagnostiqués chez des enfants sera supérieur au diagnostic de diabète, de cancer et de sida additionnés. Pour 2011, l'ONU donne le chiffre de 67 millions d'autistes dans le monde. Ouais, l'équivalent de la population française. Et pour les États-Unis, le dernier rapport officiel, datant d'avril 2018, portant sur l'année 2014, montre une augmentation de 150% des cas d'autisme depuis l'an 2000. La prévalence est officiellement de 1 enfant sur 59, dont 30% en déficience intellectuelle. Et puis, entre nous, tu connais toi un organisme qui changerait les critères de diagnostic juste histoire d'affoler les populations, alors qu'il n'y a même pas de médicaments à vendre ? Non, c'est même plutôt l'inverse en général, parce que cette courbe-là, elle témoigne d'un très sérieux problème dans notre système de santé publique. Par ailleurs,
Le fait que le nombre d'enfants atteints soit si élevé partout sur Terre devrait nous faire nous interroger. Quel facteur environnemental partage tous les enfants de la planète ? Perso, je vois se dessiner un lien potentiel. La vaccination. Enfin, au moins l'un de ses composants. Every puzzle has an answer. Ah, mais au fait, tu penses peut-être, à juste titre, qu'il n'y a pas de lien entre autisme et vaccination et que ça a été scientifiquement démontré. Tu te réfères probablement aux 42 études que l'American Academy of Pediatrics affiche sur son site. Alors je me permets de faire appel à ton esprit scientifique et te demande de juger de la pertinence de ces études. En effet, sur les 42 études, nous avons 27 études qui portent exclusivement sur le ROR, qui ne contient pas d'aluminium. 12 études qui portent sur le thymérosal, le conservateur au mercure, et seulement 3 qui étudient d'autres facteurs, à savoir Di Stefano 2013. Cette étude cherche à évaluer si les enfants autistes ont reçu plus d'antigènes que les autres et conclut que le nombre d'antigènes n'est pas corrélé à l'autisme. L'étude écarte donc tous les autres facteurs, ce qui ne permet pas d'évaluer les vaccins dans leur totalité. Klein 2011, cette étude compare des enfants souffrant de maladies métaboliques génétiques à un groupe d'enfants en bonne santé. Et évidemment, les deux groupes d'enfants sont vaccinés de la même façon et on retrouve les mêmes effets secondaires à court terme dans les deux groupes. Enfin, il reste une étude, Smith 2010, qui, elle, pour faire très court, compare deux groupes d'enfants vaccinés en fonction du nombre d'injections et du respect du calendrier. Un groupe a reçu 7,4 vaccins, l'autre 11,8. On n'observe pas de différence notable entre les deux groupes. Perso, je pense que comparer deux groupes d'enfants vaccinés dans ces conditions n'a pas grand intérêt. Mais le plus problématique, c'est qu'aucune des 42 études ne présente de groupe contrôle d'enfants non vaccinés. Ce serait pourtant faisable, par exemple avec des enfants de la communauté Amish aux États-Unis. Bref, tu vois où je veux en venir ? Ces études ne portent que sur le ROR, qui ne contient pas d'aluminium, et le thymérosal. Et pourtant, on confond systématiquement études sur le ROR et études sur la vaccination. C'est insensé. D'autant que l'interaction entre les vaccins n'a jamais été étudiée. Le ROR sert surtout d'homme de paille. Il concentre les attaques et les études, évitant de discuter des autres problèmes. Ce n'est pas scientifique. Et surtout, tu as remarqué, il n'y a strictement aucune étude portant sur les adjuvants d'aluminium. Donc non, rien ne permet de conclure qu'il n'existe aucun lien entre autisme et vaccination. Bien au contraire, puisque même les rapports de pharmacovigilance internes au labo signalent des cas d'autisme et de retard du développement neurologique. C'est le cas de l'Infanrix Exa de GSK. La question du lien entre autisme et vaccination devrait être traitée avec beaucoup plus de sérieux. This is serious business. C'est juste irrationnel et irresponsable de refuser d'étudier le problème, en particulier du point de vue des adjuvants. Nothing to see here, please. On est d'accord, j'ai montré qu'il existait une corrélation temporelle entre troubles neurologiques et multiplication des doses d'aluminium. Mais corrélation n'est pas causalité. Il faut donc chercher une plausibilité biologique. En d'autres termes, comment l'aluminium des vaccins pourrait-il causer des troubles neurologiques, notamment du spectre autistique ? Ça tombe bien, l'avancée scientifique dans la compréhension du déclenchement de l'autisme a fait d'énormes progrès ces dernières années et devrait normalement suffire à appliquer le principe de précaution sur les adjuvants d'aluminium. Je ne vais pas m'étendre ici sur ce sujet très complexe qui mériterait toute une vidéo, mais en 2 mots, tout ce qui peut provoquer une activation immunitaire dans le cerveau, soit pendant la grossesse, soit pendant les premières années de vie, est susceptible de provoquer des dysfonctionnements neurologiques au sein du cerveau en développement. Il n'existe pas de gène de l'autisme. Ces troubles sont le résultat d'une pollution toxique ou, plus rarement, d'une infection, arrivant pendant les années de formation du cerveau. Je te propose un résumé très concis. N'hésite pas à faire pause si tu veux comprendre la cause la plus probable des troubles autistiques. En fait, c'est une super bonne nouvelle, car si ces mécanismes sont bien en cause, alors il semble possible de guérir des troubles autistiques en supprimant naturellement les inflammations chroniques, notamment par une nutrition de qualité.
avant de stimuler évidemment la plasticité cérébrale par diverses méthodes. Mais il y a bien d'autres problèmes avec l'aluminium. D'abord, il induit une hausse des anticorps IgE, pouvant causer une sensibilisation à d'autres substances qui ne devraient pas être considérées comme antigènes. D'où l'explosion des allergies et de l'asthme, qui cause 400 000 morts par an selon l'OMS et au moins 1000 morts par an en France. La production d'IgE était d'ailleurs la raison principale qui a poussé l'Institut Pasteur à abandonner l'aluminium dans les années 70. L'Agence européenne d'évaluation des médicaments elle-même met en garde contre cette hypersensibilisation et conseille les labos de tester les adjuvants sur ce point. Intéressant, il est dit que la production d'IgE spécifique aux médicaments devrait être considérée comme une indication de danger. Bizarrement, cette phrase a été retirée de la version finale du document. Mais il y a encore pire, nous avons vu que l'aluminium est un excellent adjuvant. Excellent. En fait, il est tellement efficace qu'il est capable d'agir comme un antigène. Plusieurs études démontrent que l'aluminium peut générer la création d'anticorps monoclonaux anti-aluminium. Bon, tu me diras, c'est quoi le problème ? Tu te souviens que l'aluminium se stocke un peu partout dans l'organisme ? Si les anticorps anti-aluminium se mettent à attaquer l'aluminium là où il est stocké dans le corps, on obtiendrait une plausibilité biologique pour l'apparition de maladies auto-immunes comme la sclérose en plaques, par exemple. Ça vaudrait le coup de se pencher sur la question quand même, non ? Ça expliquerait d'ailleurs pourquoi on retrouve des taux élevés d'aluminium associés aux protéines basiques de la myéline dans l'urine des malades de la sclérose en plaques, et pourquoi l'élimination de l'aluminium améliore les symptômes de cette maladie, comme en témoigne cette étude italienne. Non, sérieux, de l'alu, il y en a partout. Alors se vacciner contre l'aluminium, ça peut vite rendre la vie très, très compliquée. Combien de personnes souffrent d'allergies, d'intolérance alimentaire, de troubles neurologiques, de syndrome de fatigue chronique, de maladies auto-immunes ? On pourrait peut-être envisager le rôle d'un pro-inflammatoire injecté dans l'organisme dans l'étiologie de tous ces troubles, caractérisés justement par des inflammations chroniques, non ? Par ailleurs, sachons que l'aluminium a filé le cancer à mon chat et est impliqué dans l'apparition de cancers du sein. Je ne peux pas m'empêcher de faire une autre hypothèse. Sur ces 20 dernières années, l'OMS a recensé une augmentation de 13% des cancers chez l'enfant. Mais pas n'importe quel cancer. Des leucémies, cancer du système immunitaire, des tumeurs du système nerveux central et des lymphomes, cancer du système lymphatique. Et on n'a aucune idée de ce qui pourrait être une des causes potentielles. Sérieux ? C'est quoi le rapport entre système immunitaire, voie lymphatique et cerveau ? Si tu te souviens de l'argument 1, tu sais que c'est exactement le chemin qu'emprunte l'adjuvant d'aluminium dans l'organisme. Faut pas être Colombo pour seulement envisager le rôle de l'aluminium, non ? Y compris chez la femme enceinte. Surtout maintenant qu'on connaît la distribution de l'aluminium dans l'organisme. The can too. Alors, résumons. Tu sais qu'un neurotoxique est injecté à tous les nourrissons du monde. Tu sais que ce neurotoxique peut pénétrer le cerveau du nourrisson au pire moment possible, au cours du développement neurologique. Et tu sais que les enfants, partout dans le monde, sont touchés par une épidémie de troubles du développement neurologique, dont 1% de troubles autistiques. Aux États-Unis, un enfant sur 2 actuellement souffre d'une maladie chronique. Nous avons sur les adjuvants un recul d'utilisation de 90 ans. Plusieurs centaines de millions de doses de vaccins utilisées depuis que les vaccins existent. Vous dites, pouvons-nous trouver des adjuvants moins nocifs ? Mais ils ne sont pas nocifs pour la santé, tous les rapports le montrent. Je vous renvoie notamment à l'excellent rapport de l'Organisation mondiale de la santé publié en 2003 et à toutes les études scientifiques. Nous sommes dans l'irrationnel le plus total. Nous travaillons aujourd'hui à lutter contre les réseaux sociaux et à lutter contre la désinformation. Moi, je dirais plutôt qu'on nage en plein délire. Je pense avoir démontré que les 4 arguments officiels sont en réalité des dogmes religieux qui ne reposent sur aucune connaissance scientifique. Le fait que tout le monde les répète ad nauseam ne veut absolument pas dire que c'est vrai. Il y a eu une étude extrêmement sérieuse du CDC, de l'Office de maladies infectieuses américaines, qui a montré que la quantité d'aluminium que l'on injectait aux bébés pendant toutes les 2 premières années de vie où ils sont abondamment vaccinés restait toujours très en dessous, mais 1000 fois à 100 000 fois en dessous de la dose toxique. Moment de suspense, hein ? Même si l'étude de Midkus était valable, on est globalement 3 à 4 fois sous les doses américaines dites acceptables.
Alors soutenir qu'on est 100 000 fois en dessous, c'est du pur délire. À se demander si Madame Autran a lu l'étude en question. Voir l'argument 3 pour plus de détails. Je suis ici depuis très peu de temps et j'ai déjà entendu plusieurs explications tout à fait ridicules au regard de l'aluminium. Je parle en particulier du professeur Autran qui parle de la façon dont ces adjuvants basés sur l'aluminium fonctionnent que je n'avais jamais entendu en 30 ans. Et tout ceci est véritablement inventé. Nous sommes ici dans un forum public, on peut ici échanger ses opinions, c'est tout à fait acceptable. Mais nous sommes des scientifiques et les scientifiques doivent donner non pas leur opinion personnelle, mais ce que dit la science, les résultats scientifiques. La preuve en est que la FDA elle-même vient de faire machine arrière en désavouant sa propre étude sur l'innocuité des adjuvants d'aluminium chez le nourrisson, qui était la seule étude censée garantir l'innocuité de l'aluminium. Alors avant de dire « rien ne prouve que l'aluminium est nocif », encore faudrait-il démontrer qu'il ne l'est pas. Et ça, c'est tout simplement impossible. Le fait d'utiliser cet adjuvant, même sporadiquement depuis les années 20, permet à l'aluminium de bénéficier de ce qu'on appelle un droit acquis. Tu vois bien l'arnaque là ? Oui, je sais, encore une. L'argument 4, c'est surtout l'argument en or qui permet à l'industrie de ne pas pratiquer les tests standards de toxicité sur l'aluminium, pour la seule et unique raison qu'il est utilisé depuis longtemps, sans problème notable. Il est donc de facto considéré comme sûr. Toxicocinétique, cancérogénèse ou mutagénèse ? Bah pas la peine ! L'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments est très claire là-dessus. Ces tests sont considérés comme non pertinents et négligeables. Cela témoigne surtout d'une profonde méconnaissance de la pharmacocinétique des adjuvants d'aluminium, surtout que ces guidelines datent toujours de 2005. Une petite minute. Si on compare la première version du document et la version définitive, on découvre qu'une petite section a été supprimée. Ça disait « L'injection intramusculaire d'un élément non biocompatible, comme les sels métalliques, devrait être considérée comme un facteur de risque induisant des tumeurs locales. Le fabricant devrait s'assurer que les adjuvants chargés de transporter l'antigène sont dénués de telles propriétés. » Bref, est-ce que les adjuvants peuvent filer le cancer au bébé ? Personne n'a vérifié. Mais par contre, filer des tumeurs à mon chat, ça, c'est prouvé. C'est même devenu un argument marketing, comme pour les déos sans alu. Les études qui sonnent l'alerte ne manquent pas, mais il suffit tout simplement de les ignorer. Et évidemment, ce petit stratagème ne peut fonctionner que si les vaccins sont eux aussi dispensés de ces tests, pourtant obligatoires pour tous les autres médicaments. Je trouve personnellement que cette information est extrêmement inquiétante. Car si, comme on nous le dit, l'aluminium ne posait aucun problème, alors tous ces tests auraient dû déjà être produits, et depuis longtemps. À ce sujet, le docteur Nathalie Garçon, responsable du Centre mondial des adjuvants du laboratoire GSK, admettait fin 2002, au cours d'une conférence, que personne ne sait comment l'adjuvant aluminium fonctionne. Personne ne connaît sa biodistribution. Elle avouait même que selon elle, si l'aluminium arrivait aujourd'hui sur le marché, il ne serait pas accepté. Tout est dit. Alors oui, il reste en réalité un dernier dogme auquel se raccroche l'industrie. Un argument absolument irrecevable, mais qui est lui aussi répété jusqu'à l'absurde. Argument complètement bidon, l'aluminium est indispensable au vaccin. Non, l'aluminium n'est pas indispensable au vaccin. Par exemple, le DTP mérieux n'en contient pas. Mais surtout, dès 1974, l'Institut Pasteur a décidé de créer un autre adjuvant, justement en remplacement de l'aluminium, qui commençait à révéler ses effets secondaires allergisants et toxiques, comme en témoigne le responsable du centre de vaccination de l'Institut Pasteur, le Dr Léry, dans une lettre adressée au ministère de la Santé de l'époque. Il s'agit du phosphate de calcium. Le phosphate de calcium a l'avantage d'être un composé naturel du corps, donc a priori sans danger pour l'organisme. C'est sans danger.
Pendant plus de 10 ans, il a été utilisé sans problème notable. Seulement, en 1986, quand l'Institut Pasteur a fusionné avec l'industriel Mérieux, le choix de l'adjuvant s'est porté sur l'aluminium, pour des raisons purement industrielles, de meilleur rendement. À ce sujet, regarde l'interview de Marc Girard dans le documentaire « Aluminium, notre poison quotidien », diffusé sur France 5. Le phosphate de calcium a donc bénéficié en quelque sorte d'une dizaine d'années d'expérimentation sans trouble notable. Je reviendrai. Mais le plus important, c'est de bien comprendre que l'aluminium injecté a le pouvoir de créer des troubles neurologiques. Il ne doit surtout pas être injecté aux nourrissons. Il doit être absolument retiré des vaccins et interdit également dans tous les autres médicaments. Et vite, soutenir que l'aluminium est indispensable à la vaccination, c'est comme soutenir que seuls les thermomètres au mercure ou les sens au plomb sont possibles. Non mais c'est complètement ridicule. La vérité, c'est que les adjuvants d'aluminium sont obsolètes. You are obsolete. Ils appartiennent au XXe siècle, comme les plombages au mercure, les canalisations au plomb ou l'amiante dans les murs. You're an anachronism, like a ghost from another time. Continuer de les utiliser aujourd'hui est archaïque et même barbare. L'alu n'a rien à faire dans les vaccins, dans le traitement de l'eau potable, dans les antiacides et encore moins dans les laits infantiles. Le simple phosphate de calcium suffirait à faire taire les plus récalcitrants. Si les tests cliniques confirment son innocuité, évidemment. Et ne dites pas, comme l'Académie de médecine en 2012, que changer d'adjuvant prendrait entre 5 et 10 ans. Sur une échelle de 5 à 10. Ouais. Et tous les ans, on nous dit ça prendrait entre 5 et 10 ans. Non, c'est n'importe quoi, mais bon, ça fait rien. Le principal, c'est d'essayer. C'est ça qui compte. Déjà, le DTP Mérieux et le phosphate de calcium ont toujours leur autorisation de mise sur le marché. C'est sûr, c'est moins rentable, mais c'est aussi moins toxique. Et puis sérieux, quand une soi-disant pandémie menace, on produit des millions de doses de vaccins en quelques mois, en bafouant les tests de sécurité les plus élémentaires et en distribuant les autorisations dans un temps record. Donc s'il y a une volonté, il y a des solutions. Et le pire, c'est que l'aluminium n'est utile que pour la primo-vaccination, et donc parfaitement inutile dans les rappels. Cette information a été divulguée au cours de la conférence « Aluminium dans les vaccins » en mai 2000 à Porto Rico, par le Dr Norman Baylor de la FDA, qui nous explique gentiment que c'est plus pratique pour les industriels. Alors la toute première chose à faire, c'est de retirer l'aluminium des rappels. Ce sera déjà un premier pas. Seulement, ils ne le feront jamais, car si on enlève un composant du vaccin, celui-ci pourrait être considéré comme un nouveau produit, et il devrait subir à nouveau des tests cliniques. Mais enfin, on a enlevé le mercure ou le phosphate de calcium des vaccins sans que ça pose aucun problème. Donc encore une fois, ce sont des excuses absolument irrecevables. Et il va falloir être très très persuasif pour que l'aluminium disparaisse des vaccins. À moins, naturellement, que vous me disiez si c'est sans danger. And now for something completely different. Je te propose maintenant d'élargir un peu la réflexion. Pourquoi mettons des adjuvants dans les vaccins ? L'industrie a surtout besoin des adjuvants dans un souci de rentabilité des coûts de production. En effet, comme nous l'explique l'ex-AFSAPS devenu ANSM, ajouter des adjuvants permet de baisser la quantité d'antigènes, c'est-à-dire l'élément qui coûte le plus cher dans un vaccin, et de multiplier par 4 la production. Par ailleurs, l'aluminium est utilisé dans absolument toutes les industries, de l'agroalimentaire au cosmétique, en passant bien sûr par la pharmaceutique. L'aluminium est partout. Il est très peu cher et donc très rentable, répondant à la logique industrielle qui a fini par adopter, comme tout le reste, une logique boursière, celle du profit maximal, au détriment d'absolument tout le reste. Seulement, il me semble que la recherche du profit maximal est incompatible avec la santé publique. Ce sont deux logiques contraires qui n'ont absolument pas le même but, comme le souligne une experte de Goldman Sachs Research, qui dit en substance que guérir les gens n'est pas un modèle économique soutenable. Et c'est pourtant cette logique absurde de standardisation industrielle qui domine et impose ses choix au grand public. Et si le produit le plus rentable est un produit toxique pour la santé, l'industrie n'hésite pas à l'utiliser pendant des années, soutenue par les institutions en place. Comme ici, l'Académie de médecine qui tente de minimiser le rôle de l'amiante dans l'apparition du mésothéliome, à peine quelques mois avant son interdiction, en 1997, alors que cette forme très rare de cancer a été clairement liée à l'amiante. Sauf que dans le cas de la vaccination, l'industrie pharmaceutique est parvenue à se faire passer pour une sauveuse, indispensable et philanthrope. Le porte-parole du gouvernement se faisait alors le porte-parole du groupe pharmaceutique et déclarait « On ne doit pas critiquer les entreprises qui réussissent, comme Sanofi. Vous savez surtout qu'on recense environ 14 000 familles victimes de la dépakine, des milliers d'enfants autistes. Le coût de leur indemnisation s'élèvera à au moins 6 milliards d'euros. Et en même temps,
Sanofi refuse de participer au fonds. La firme en laisse l'entière charge à l'État, c'est le contribuable qui paiera. Si je vous comprends bien, monsieur le député, de considérer qu'il serait normal de dénigrer une entreprise française. Une entreprise qui fonctionne bien, une entreprise Qui court vite, une entreprise qui fait des gros œufs, c'est tout. qui crée des richesses en France et qui apporte des solutions sur les questions de la santé. On voit bien à qui obéissent nos dirigeants. Pourtant, les principaux labos sont bel et bien devenus avec le temps des entreprises uniquement commerciales. Si on en croit le témoignage du docteur Bernard Delberg, qui a fait toute sa carrière dans l'une des plus grandes entreprises pharmaceutiques du monde, on découvre qu'on ne fait plus guère de vraie science dans les labos pharmaceutiques. Car la logique boursière a poussé les labos à sacrifier leur budget de recherche, dont la rentabilité est jugée trop aléatoire. Critiquer Sanofi. Vous savez que ces dernières années, Sanofi a supprimé 2000 postes de chercheurs en France, 4000 dans le monde. Et en même temps, Sanofi a perçu des centaines de millions en crédit impôt recherche. C'est un fait. Même si le contraire est claironné publiquement, tous les efforts portent sur la partie commerciale du médicament. Les labos achètent les droits des molécules jugées prometteuses à de petites start-up ou à des centres de recherche publics et semi-publics, bien plus créatifs que nous. Le risque est moindre, le médicament a déjà été testé sur des animaux, parfois sur les premiers patients. Contrairement à ce qu'on entend régulièrement, les vaccins sont des médicaments particulièrement rentables. Ils représentent même l'avenir de l'industrie pharmaceutique, dont un grand nombre de brevets est désormais tombé dans le domaine public, comme nous l'explique cet article de 2009 du Figaro. Pour résumer, le brevet d'un vaccin ne tombe jamais dans le domaine public. Il est rentable à vie. Le marché est mondial et captif dans le cas d'une obligation, ce qui représente une rente d'argent public. L'aura de la vaccination fait qu'il est interdit de la critiquer. C'est un sujet absolument tabou dans notre société. Mais surtout, on a tendance à oublier que l'industrie pharmaceutique est en grande partie subventionnée par nos impôts. Qui plus est, cette industrie n'est pas tenue responsable en cas d'accident vaccinal. Si le vaccin est obligatoire, c'est l'ONIAM, donc encore nos impôts, qui indemnise certaines victimes. Tu comprends bien que dans ces conditions, l'industrie n'a strictement aucun intérêt à produire des vaccins plus sûrs, dès qu'ils sont obligatoires, puisqu'elle ne risque rien, ni poursuite, ni concurrence, ni boycott du client. Comment se fait-il que nous acceptons une situation aussi inacceptable ? C'est simple, quand un produit est accusé d'être toxique, l'industrie au sens large, agroalimentaire, pétrole, cosmétique, pharmaceutique, utilise une stratégie bien huilée. Cette stratégie n'a qu'un seul but, créer le doute dans nos esprits, afin de gagner un maximum de temps avant l'interdiction du produit incriminé. Alors, comment ça se passe en pratique ? C'est très simple. Quand une étude dénonçant la toxicité d'un produit est publiée, les industries financent une université par exemple, pour produire une étude rassurante. Dès lors, on crée un faux débat qui va s'éterniser. Là où en réalité, on devrait prendre des mesures sanitaires rapides. Le plomb dans l'essence, autorisé en 1924, interdit en 1986 aux États-Unis et en 2000 en Europe. La cigarette cancérigène, on le sait depuis le XVIIIe siècle, mais on ne le reconnaît que 200 ans plus tard. C'est dégueulasse. Cela s'appelle la stratégie de défense. Cette stratégie industrielle mériterait un long développement, donc je vais juste faire un court résumé. Voici une des techniques défensives, parmi d'autres. Inverser la charge de la preuve. Et oui, ce n'est jamais à l'industrie de démontrer qu'un produit est non toxique, mais c'est à la collectivité, voire aux victimes, de faire le boulot. C'est drôlement futé. Bien sûr, l'industrie demande des preuves irréfutables, incompatibles avec les budgets publics, et sans dévoiler jamais leurs moindres données scientifiques, classées secret des affaires. C'est fou, parce que le produit bénéficie des mêmes droits qu'un humain jugé au pénal. Il est innocent jusqu'à preuve du contraire. Les preuves sont déjà là, elles s'accumulent, et le produit finit par être retiré. Mais seulement avec des dizaines d'années de retard et des victimes innombrables. C'est du pur génie machiavélique. D'ailleurs, les arguments anti-scientifiques défendant l'aluminium ne datent pas d'hier. On utilisait exactement les mêmes en 1924 pour prouver l'innocuité du plomb. On reconnaît en effet exactement les mêmes arguments utilisés aujourd'hui pour défendre l'aluminium. Cette stratégie non scientifique, j'insiste, est vieille de presque 100 ans. Il serait temps d'y mettre fin, non ? Cette stratégie défensive sera ensuite peaufinée par l'industrie du tabac dans les années 60, qui forgera en plus le concept de junk science, la mauvaise science, opposée à la bonne science, la science qui défend les intérêts industriels, quoi. Cigarettes and nicotine clearly do not meet the classic definitions of addiction. Ainsi, les chercheurs dénonçant les méfaits d'un toxique ne peuvent que faire de la junk science. Ils sont discrédités violemment, tout comme leurs recherches. Ce qu'on observe surtout, c'est que l'industrie subordonne la science pour en faire un instrument de profit. Et ça, c'est hyper flippant.
Les éditeurs des grandes revues scientifiques eux-mêmes ont tiré le signal d'alarme. Citons le docteur Marcia Angel, ancienne éditrice en chef du New England Medical Journal. Il est simplement devenu impossible de croire en grand-chose des publications en matière de recherche clinique. Ou le docteur Richard Horton, éditeur en chef de la revue de référence The Lancet, une bonne partie de la littérature scientifique, peut-être la moitié, est sans doute tout simplement fausse. Blablabla, la science a pris un virage vers l'obscur. Et vous allez vite comprendre pourquoi ils disent ça, avec quelques exemples concrets. My name is Paul Offit. I'm talking to you today from the Vaccine Education Center here at the Children's Hospital of Philadelphia. Je vous présente le docteur Paul Offit, inventeur d'un vaccin contre les rotavirus et grand défenseur de l'aluminium dans les vaccins, régulièrement invité dans tous les médias américains. Sur son site, M. Paul Offit n'a pas hésité à écrire en 2013 qu'il croit que l'aluminium est important pour la santé du fœtus. Vous pouvez me la refaire sans trembler des genoux, celle-là ? Ouais, non, ça c'était un peu trop gros quand même. Il s'est vite rétracté. Monsieur Paul Offit, c'est la version américaine de Madame Autran. The level of aluminum contained in vaccines, however, is trivial. Des défenseurs des pratiques industrielles nocives qui multiplient les mensonges de façon éhontée sur tous les médias possibles. Voilà l'exemple parfait de la science défensive qui s'est autoproclamée bonne science. Et surtout qui n'a pas peur du ridicule. Au contraire, le professeur Kawahara, au Japon, ose dire que l'aluminium est absolument incompatible avec la vie. Alors à toi de voir qui est le plus crédible. Plus sérieusement, quand Florent perd les échantillons de cerveau et d'os qui ont reçu les plus fortes doses d'aluminium, qu'il observe une pénétration cérébrale et conclut contre toute attente que ça ne pose pas de problème, faisant des allégations fausses au passage, ou quand Mitkus évacue en catimini les particules de ses calculs pour démontrer qu'il n'y a pas de risque, c'est non seulement anti-scientifique, mais surtout absolument terrifiant pour un esprit cartésien. Et pendant ce temps, la recherche indépendante se débat avec les moyens du bord, puisque les sujets fâcheux ne sont jamais financés. La discussion dans cette salle, le débat, parle de la recherche sur les adjuvants et sur l'aluminium dans les adjuvants. Mais la recherche n'a pas eu lieu, pas parce qu'on ne veut pas faire cette recherche, mais parce qu'on nous en empêche. Moi, je suis la seule personne au Royaume-Uni qui a des financements pour travailler sur l'aluminium. La seule personne au Royaume-Uni. Et j'ai dû présenter 20 demandes pour obtenir une autorisation. Donc, évidemment, on entend dire, autour de cette table, on a besoin de plus de recherche. C'est vrai, mais il faut pour cela des financements. Et ça, c'est un message à transmettre à tous. Et pas simplement de rester assis autour de cette table en disant la recherche a lieu. Elle n'a pas lieu. Et en quittant la salle, elle n'aura pas lieu non plus, à moins que des forums comme celui-ci font quelque chose de très sérieux pour que cela ait lieu. Merci. Les médias sont alors mis à contribution pour désigner ces chercheurs indépendants de l'industrie comme des anti. Anti-plomb, anti-mercure, anti-glyphosate, anti-aluminium. Être anti disqualifie d'emblée le discours sans même avoir besoin d'argumenter. C'est parfait pour les industriels qui cherchent à créer le doute et à gagner du temps. Tu verras, même cette vidéo sera qualifiée d'anti-aluminium primaire, alors que bon, moi j'aime bien le papier d'alu, c'est rigolo, tant qu'il reste en dehors de l'organisme de mon bébé. Ce qui devrait tous nous choquer, c'est que la santé publique soit devenue un marché comme un autre. Perso, je trouve ça hyper perturbant, digne des pires romans de SF. Toutes ces techniques sont extrêmement efficaces, et la plupart d'entre nous les trouvons même parfaitement normales et légitimes. Ainsi, l'industrie gagne du temps, un temps précieux, avant que le produit toxique soit effectivement interdit, et surtout que le public soit averti de ce danger. Il a fallu 60 ans pour enlever le plomb de l'essence, et des années pour le Mediator, le thalidomide, le sang contaminé, le Vioxx, le Distilbène, la Dépakine, à quand le glyphosate ou l'aluminium. Un jour, cette image nous choquera autant que celle-ci, à l'époque où fumer et picoler enceinte, c'était trop cool. Alors à ce stade, tu te poses peut-être une question importante. Est-ce que l'industrie sait que l'aluminium cause des troubles neurologiques chez le nourrisson et d'autres troubles chez l'adulte, évidemment? Il y a pour moi plusieurs éléments qui prouvent que l'industrie et les agences sanitaires sont parfaitement au courant de la situation. D'abord, l'utilisation systématique de placebos contenant de l'aluminium dans les essais cliniques. Tu le sais sûrement, quand on teste un médicament, on le fait en le comparant à un groupe contrôle,
à qui on injecte une substance neutre, généralement une solution saline. Eh bien c'est ça, un placebo. Une substance neutre sans effet sur l'organisme. C'est juste l'élément de base pour que le test clinique soit valide. Eh bien quand GSK teste son Cervarix, ou Merck son Gardasil, on voit que le groupe contrôle reçoit soit de l'aluminium, soit un autre vaccin contenant de l'aluminium en quantité au moins égale. Lexion a été testé par rapport à l'Inforix, par exemple. Est-ce que tu te rends bien compte de ce que je viens de dire ? Lors des essais cliniques, pour vérifier la sécurité de leur vaccin, les labos n'utilisent que des placebos contenant eux aussi de l'aluminium. La raison d'être d'un placebo, c'est d'être neutre. S'il contient une substance active, ce n'est pas, par définition, un placebo. Ce qu'il faut noter, c'est que mettre de l'aluminium dans un placebo, c'est un aveu. L'aveu que l'aluminium provoque les effets secondaires. Et c'est bien pour masquer ces effets que les vaccins ne sont comparés que à d'autres produits qui contiennent, eux aussi, de l'aluminium. Et s'il y a de l'aluminium dans les deux groupes, et qu'on retrouve les mêmes effets secondaires dans les deux groupes, le vaccin est considéré par les industriels comme étant sûr. On s'en bat les couilles, 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 couilles. C'est juste une méga embrouille. Rien ne peut justifier cette pratique. Utiliser de l'aluminium en guise de placebo, c'est autorisé. Mais ce n'est ni scientifique, ni éthique. C'est surtout inacceptable. Le fait de retrouver les mêmes effets secondaires dans les deux groupes prouve bien que l'aluminium est la substance active qui est en cause. Et franchement, t'en connais beaucoup, toi, des domaines dans lesquels il est recommandé de ne pas faire plus de recherches ? Non mais sérieux, regarde cette étude, régulièrement citée en référence par les défenseurs de l'aluminium. Il conclut sans état d'âme, malgré le manque de preuves solides, nous ne recommandons pas de poursuivre les recherches dans ce domaine. Maintenant, il tente même de faire interdire l'expérimentation animale dans le domaine des adjuvants d'aluminium. Seul test capable de définir l'action de l'aluminium sur un organisme vivant. Tout le monde peut utiliser des animaux, sauf les chercheurs bossant sur l'alu. C'est vrai ça. C'est pas comme si on parlait d'un élément neurotoxique que l'on injecte à quasi tous les êtres sur Terre dès la naissance et dont on ne connaît pas entièrement le fonctionnement. Mais bon, je me fais peut-être des films. Franchement, ce serait bien plus rassurant si on me prouvait que j'ai tort, car j'ai vraiment pas envie d'avoir raison. Une question que je me pose, s'ils nous mentent sur les dangers des adjuvants d'aluminium, alors sur quoi d'autre est-ce qu'ils nous mentent ? Ça fait 1 an et demi que j'ai commencé mon enquête sur l'aluminium. Je l'ai fait pour mon enfant, évidemment, car je suis responsable de sa santé et de sa vie. Mais je me suis dit qu'il fallait que tous les parents aient connaissance de ces études et de la négligence des labos, comme des autorités sanitaires. C'est pourquoi j'ai réalisé cette vidéo, en citant un maximum mes sources, afin que chacun puisse se forger sa propre opinion. Je n'ai strictement aucun conflit d'intérêts. Je n'ai pas agi sous le coup de l'émotion, qui est l'ennemi de la réflexion. Je ne suis pas directement concernée par les troubles neurologiques, mais j'ai trop d'amis qui le sont. C'est d'ailleurs ce qui m'a motivée au départ. J'ai pris le temps et le recul nécessaires pour étudier la question. Moi, jeune maman, je n'ai plus aucun doute. Et voici le constat terrifiant auquel j'aboutis aujourd'hui. Premièrement, les études sur la sécurité des adjuvants d'aluminium n'ont jamais été réalisées. C'est l'aveu pur et simple qu'il y a un problème. Un sale petit secret, comme dit l'industrie pharmaceutique. L'affirmation que les vaccins à l'aluminium sont sûrs ne repose sur aucune donnée scientifique et relève de la croyance pure, de la foi aveugle. Toutes les autorités sanitaires ne se réfèrent qu'à une seule et unique étude, celle de Flarent, portant sur 4 lapins étudiés pendant 1 mois et qui témoigne justement d'une pénétration cérébrale de l'aluminium neurotoxique notoire. Deuxièmement, force est de constater le manque flagrant de connaissances dans le domaine des adjuvants d'aluminium. Les autorités sanitaires, complètement à la ramasse quand il s'agit de découvertes récentes, disons qui ont moins de 10 ans, mais également les pédiatres qui ne savent absolument pas de quoi ils parlent et la plupart du temps évitent même de se poser la question.
Les défenseurs de l'aluminium dans les vaccins se contentent systématiquement de s'en référer à ces agences sanitaires, utilisant systématiquement des arguments d'autorité. De tels arguments n'ont rien de scientifique. Politique, oui, mais pas scientifique. Toutes les agences sanitaires, l'Académie de médecine, le HCSP, l'Académie de pharmacie, l'OMS, la FDA, le CDC, et j'en passe, nous disent que l'aluminium est sûr. Toutes, sans exception, se basent uniquement sur l'étude de Flarent et ignorent sciemment toutes les études qui critiquent l'aluminium un peu partout dans le monde. Agissant ainsi, les autorités sanitaires étouffent toute émergence des signaux d'alarme. Le refus systématique d'étudier sérieusement, avec transparence, la question de la sécurité des adjuvants en est le parfait exemple. C'est un fait. Actuellement, la santé publique n'est pas une priorité au regard des enjeux économiques de l'industrie. Et pour l'instant, aucun scandale n'est parvenu à changer les choses, pas même celui du Mediator. Faire confiance aux autorités sanitaires sans même avoir lu leurs rapports, ou en les acceptant avec leurs défauts, c'est faire preuve d'une foi aveugle bien conforme, bien rassurante, mais malheureusement naïve et, in fine, dangereuse pour nous tous. Einstein lui-même disait « Le respect inconsidéré de l'autorité est le plus grand ennemi de la vérité ». Au contraire, un véritable scientifique se bat contre les dogmes issus du droit acquis, contre les arguments d'autorité émanant des organismes officiels, contre les consensus qui freinent la plupart du temps l'avancée des connaissances, contre les paradigmes obsolètes qui refusent de laisser la place au véritable progrès. Lavoisier en témoigne admirablement dans son traité élémentaire de chimie. Dans la pratique des sciences, l'imagination, l'amour-propre et la confiance en nous-mêmes nous sollicitent à tirer des conséquences qui ne dérivent pas des faits. Il n'est donc pas étonnant que dans les sciences physiques en général, on ait souvent supposé au lieu de conclure, que les suppositions transmises d'âge en âge soient devenues de plus en plus imposantes par le poids des autorités qu'elles ont acquises et qu'elles aient enfin été adoptées et regardées comme des vérités fondamentales, même par de très bons esprits. Il faut arrêter de brandir à tout va les rapports des agences sanitaires. Ce ne sont pas des paroles d'évangile. Lis-les ces rapports et juge-les avec sérieux, sans émotion. Tu verras que dans le domaine de la sécurité des adjuvants d'aluminium, les affirmations d'innocuité ne reposent que sur les 4 lapins d'une étude préliminaire très inquiétante. Il faut bien comprendre qu'il y a un énorme problème d'évaluation des risques sanitaires en général, à cause d'un énorme biais de méthodologie en toxicologie. En effet, les agences sanitaires se contentent systématiquement d'étudier les toxiques molécule par molécule. Or, dans la vraie vie, nous sommes soumis à de multiples poisons, dont les toxicités s'additionnent, voire entrent en synergie, comme on l'apprend à la fin du livre « Notre poison quotidien ». Le simple paradigme qui soutient que seule la dose fait le poison est complètement dépassé, beaucoup trop simpliste et certes rassurant, mais à revoir impérativement. En clair, l'effet cocktail n'a jamais, au grand jamais, été sérieusement étudié. Même l'étude de Mitkus a bien fait attention de séparer le phosphate d'aluminium et l'hydroxyde d'aluminium, alors que les deux sont injectés le même jour aux nourrissons. Cela permet notamment de minimiser énormément les risques sur la santé. Ça et le fait de considérer que le bébé est un mini-adulte, évidemment. Au fait, pourquoi le sujet de la sécurité des vaccins est-il systématiquement traité avec désinvolture, avec violence et mépris, alors qu'il s'agit d'un enjeu absolument majeur de santé publique ? On évacue la question comme on le fait avec les autres toxiques, je pense aux pesticides ou aux perturbateurs endocriniens. L'industrie a mis en place cette stratégie de défense il y a plus de 100 ans déjà. Le toxique est considéré comme innocent jusqu'à de très nombreuses preuves du contraire. Et le principe de précaution n'est jamais appliqué, au détriment de la santé publique. C'est toujours la même histoire, encore et encore. Il me semble que les chercheurs indépendants qui dénoncent les méfaits d'un produit sur la santé ne le font pas par plaisir, mais par devoir. La plupart se voient critiqués, mis sur la touche. Ils n'ont rien à y gagner. J'ai l'impression qu'on vit encore au temps où les chercheurs devaient renier leurs découvertes devant le pouvoir religieux et politique. Dans cette histoire, notre histoire, c'est l'industrie qui est systématiquement gagnante. Elle a les moyens de retarder l'interdiction du produit dont elle sait pertinemment qu'il est toxique. Elle a les moyens de discréditer un chercheur gênant. Elle gagne du temps et crée le doute dans nos esprits. Il faut dénoncer ces techniques de manipulation et regarder la vérité en face. Nous ne devons pas faire confiance aux industriels, car ceux-ci ont leur propre but, gagner de l'argent. Et pourquoi pas ? Cela n'est pas un problème. Le problème, c'est que ce profit se fait au détriment du bien commun. Nous ne pouvons plus déléguer l'évaluation des risques aux industriels, c'est donner les clés de la bergerie aux loups. Nous devons impérativement reprendre la main et renforcer les contrôles de nos agences publiques. Nous devons, nous, citoyens, nous impliquer davantage dans ces processus de contrôle. Troisièmement, car c'est bien de cela qu'il s'agit, savoir discerner le vrai du faux. Et pour faire preuve de discernement, il nous faut d'abord retrouver nos esprits, refuser tout appel à l'émotion et surtout ne pas éprouver de peur.
La peur est la source de toutes les superstitions, disait Spinoza. Alors, interrogeons-nous. De quoi avons-nous peur? Que craignons-nous? Certaines maladies infectieuses? Mais ne sont-elles pas aujourd'hui bien moins délétères que les cancers, que les maladies auto-immunes ou les affections longue durée? Sans parler des troubles neurologiques qui modifient directement les cerveaux des enfants. Dans quelle mesure une peur est-elle justifiée? Dans quelle mesure est-elle déconnectée de la réalité et savamment entretenue par notre système actuel via nos médias? La peur inhibe les capacités de raisonner. Elle est notre pire ennemi. La peur nous fait collectivement régresser à l'état d'enfants irresponsables, passifs, soumis. La peur nous fait au final accepter l'inacceptable au nom du moindre mal, au nom de la balance bénéfice-risque. Mais tu penses peut-être, c'est toi qui me fais peur avec ta vidéo? Je répondrai que je pense au contraire que ma vidéo est une très bonne nouvelle. Déjà parce que si mon raisonnement et mes informations sont exactes, alors nous savons désormais au moins l'une des causes très probables des troubles neurologiques, dont l'autisme. Et nous savons également comment soigner les enfants atteints, ou du moins améliorer leur état. Mais surtout, je dirais qu'au vu de notre situation actuelle, il ne sert plus strictement à rien de craindre une catastrophe sanitaire mondiale. Non, ça ne sert plus à rien d'avoir peur, car la catastrophe est déjà arrivée. C'était il y a 30 ans qu'il fallait avoir peur et qu'il fallait interdire ou limiter les adjuvants d'aluminium, comme a tenté de le faire l'Institut Pasteur d'ailleurs. Désormais, nous ne pouvons plus nous permettre d'avoir peur, nous devons agir. Nous devons donc devenir collectivement beaucoup plus exigeants. Nous ne pouvons plus nous permettre d'être scolaires, de nous en remettre aux experts, de faire gentiment confiance parce que là, on se fait bien, mais alors bien entuber. Surtout nos enfants. Et c'est de toute façon un fait. Oui, la méfiance et la contestation grandissent. Évidemment, nous ne sommes pas si stupides. La méfiance grandit, pas pour des raisons bêtement idéologiques, non, mais pour la simple raison mathématique qu'il y a de plus en plus de victimes. Désormais, le problème se voit à l'œil nu. L'aluminium est un symptôme. Il est l'agent hyper rentable d'un système complètement obsolète né avec la révolution industrielle. Une vision du monde aujourd'hui faussement scientifique, mais vraiment commerciale. Ce vieux paradigme nous entraîne à tout point de vue vers l'anéantissement. Je parle évidemment du système capitaliste ultralibéral et de son économie de marché, qui ne reconnaît que l'argent pour seule valeur. Ce système nous impose de très nombreuses aberrations environnementales, politiques et sociales, mais dans le domaine de la santé, c'est encore plus flagrant. Il y a objectivement un besoin urgent de remettre en cause ce paradigme qui considère que tout peut devenir un marché, y compris nos corps et ceux de nos enfants. Il est urgent de changer de paradigme et pour commencer, il est urgent de se poser les bonnes questions. Je me répète, mais pourquoi la vaccination et la sécurité des vaccins sont-ils des sujets tabous? Dans le domaine de la science et de la médecine, rien ne devrait être tabou. S'il y a un tabou, il y a du sacré, il y a du religieux. Quand je cherche à discuter sereinement de l'aluminium avec un pédiatre, je sens que je touche à une croyance, car la personne en face perd aussitôt tout sens commun et invoque la plupart du temps des arguments qui relèvent de l'émotionnel et non du fait scientifique. J'ai tenté dans cette vidéo de réunir les études et les rapports qui démontrent que la sécurité des adjuvants ne repose sur aucune donnée scientifique. Il me semble que cette affirmation est facilement vérifiable et que chaque pédiatre devrait se pencher très sérieusement sur le sujet avant d'injecter la moindre particule d'aluminium dans le corps d'un nourrisson, voire d'un adulte. Si l'acte vaccinal a pu avoir une légitimité par le passé, dans quelle mesure ne montre-t-il pas ses limites aujourd'hui? Par exemple, en dédouanant les laboratoires de leur responsabilité dans le cas d'une vaccination obligatoire. N'avons-nous pas ouvert la boîte de Pandore? Quand les enjeux financiers sont si énormes, que valent nos vies et celles de nos enfants? La vaccination a depuis toujours une aura absolument incomparable, ce qui selon moi ne découle pas d'une réflexion rationnelle, mais plutôt d'une volonté de croire en un mythe rassurant, pilier de notre société et donc de notre identité. Mais pourquoi voulons-nous croire qu'injecter de l'aluminium neurotoxique à un bébé est sans danger? Croire sans aucune preuve. En ce sens, la vaccination a une aura bien plus politique que scientifique. Et personnellement, moi, ça me dérange. Ça me dérange beaucoup. Moi aussi, comme tout le monde, j'ai grandi avec cette vision ultra confiante dans la vaccination. Mais cette confiance ne permet-elle pas aux labos de bâcler les études et surtout de les biaiser, avec notamment l'utilisation des placebos à l'aluminium? Si nous avons confiance sans raison, et même malgré les multiples scandales sanitaires dont est responsable l'industrie pharmaceutique, ne sommes-nous pas à blâmer en tant qu'êtres crédules, faciles à abuser? Après tout, le rôle de l'industrie, comme toute entreprise à but lucratif, c'est de protéger ses intérêts. Et aujourd'hui, l'industrie n'a aucun intérêt à changer ses pratiques. C'est à nous d'agir pour changer les choses. C'est à nous d'en finir avec le déni. Nous devons adopter de nouveaux repères. Et il y en a. Nous devons donc d'abord apprendre à désapprendre. Nous devons avoir l'immense courage de questionner nos croyances et de considérer l'hypothèse très probable que nous sommes tous idéologisés, que notre réflexion est biaisée,
puisque nous désirons très fort, viscéralement, que la vaccination soit sûre et efficace. Tout le monde a de bonnes intentions, tout le monde pense œuvrer pour le bien commun, mais il faut garder à l'esprit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Chacun doit juger de la pertinence des faits scientifiques avancés. Refuser une étude alors qu'elle a été vérifiée par un comité de lecture constitué de pairs, parce qu'elle va à l'encontre de notre vision du monde, c'est du délire, ce n'est pas rationnel. C'est faire le jeu de l'industrie, dont la stratégie de défense consiste justement à ignorer les études qui tirent le signal d'alarme, ou de mettre en doute l'intégrité d'un chercheur indépendant, afin de gagner du temps. C'est à nous d'accorder aux études l'attention qu'elles méritent, même si cela va à l'encontre de nos visions du monde. C'est un fait observé par de nombreux chercheurs dans le monde, les adjuvants d'aluminium ne sont pas sûrs. Leur sécurité n'a jamais été démontrée et ne le sera jamais. Il est donc urgent, aujourd'hui, en France, au XXIe siècle, de questionner sereinement et rationnellement la vaccination et même lui faire passer une profonde évaluation afin de quantifier scientifiquement cette fameuse balance bénéfice-risque. Mais en prenant vraiment en mesure tous les risques, neurologiques, allergiques, auto-immuns, voire cancérigènes, liés aux adjuvants d'aluminium, entre autres. Sans quoi, la balance bénéfice-risque est tout simplement truquée. Il faut également analyser l'effet cocktail de tous les toxiques majeurs et non plus les étudier un par un, isolément. Nous devons également questionner le concept d'immunité de groupe. Car que vaut un groupe si un enfant sur 100, voire un enfant sur 59 aux États-Unis, 1 sur 33 en Corée du Sud, développe un trouble qui le rendra dépendant, des comorbidités qui réduiront drastiquement sa qualité et son espérance de vie? Pourquoi le sacrifice des innocents est-il toujours d'actualité? L'humain, la santé, l'environnement et la sécurité doivent primer sur l'argent. Voilà le seul progrès dont nous avons réellement besoin. Ce n'est pas utopiste, c'est déjà en train d'arriver. Il faut juste que nous participions à ce mouvement d'émergence d'une nouvelle conscience collective. Mais pour moi, la question la plus importante est celle-ci. Pourquoi devrais-je prendre le moindre risque pour vacciner mon bébé en parfaite santé? Pourquoi, en l'absence de preuve d'innocuité de l'aluminium, suis-je obligé par la loi d'injecter ce neurotoxique à un être en plein développement neurologique? C'est absurde. La médecine, c'est d'abord le respect du primum non nocere. D'abord ne pas nuire. Ce serment a été violé par l'industrie pharmaceutique et par tous ceux qui soutiennent que les vaccins adjuvés sont sûrs. Pourquoi nous, le public, devrait-on prendre tous les risques alors que l'industrie n'en prend aucun? Aucun politique, aucun dirigeant, d'aucun laboratoire ne sera jamais incarcéré à la suite d'un scandale sanitaire, même s'il est prouvé qu'ils sont parfaitement au courant. Les labos écopent d'amendes, certes importantes, mais rien n'est changé, et on continue comme en 40. Donc s'il n'y avait pas d'obligation, nous savons que le taux de couverture baisserait à cause de tous ces réseaux sociaux et à cause de cette désinformation. Je souhaite donc redonner la confiance. Cette obligation veut dire que je prends mes responsabilités, que j'affirme devant vous qu'il n'y a pas de toxicité, Madame que la toutes les ministre, études... La parole est maintenant à monsieur. Quand Madame Buzyn dit qu'elle prend ses responsabilités, on se demande bien de quoi elle parle. Elle qui ne sera jamais jugée pour avoir obligé la population française à injecter massivement de l'aluminium à ses nourrissons. Toutes ces questions, nous avons le devoir de nous les poser en tant que parents, en tant que responsables de la vie et de la santé de nos enfants, et même en tant que simples citoyens. Personnellement, j'ai l'impression de passer mon temps à éviter les pièges. Les pesticides, les perturbateurs endocriniens, l'aluminium, franchement, c'est pénible. Cela fait 50 ans que des chercheurs nous préviennent du danger de nos modes de production. Il suffit désormais d'ouvrir les yeux pour voir l'étendue des dégâts. Nous voyons, entre autres, plus d'un enfant sur 100 touché par un trouble du développement neurologique, et en particulier par des troubles autistiques. 1% des enfants vivent en souffrance, en état de comorbidité, avec des dysbioses intestinales, des troubles épileptiques, des troubles du langage. Alors comme les chiffres explosent, même s'ils ne sont pas officiels en France, nous voyons aujourd'hui se développer une nouvelle stratégie défensive. L'autisme est en perpétuelle augmentation. Devant l'ampleur de ce phénomène, finalement, il ne s'agissait pas là d'une autre intelligence. Nous voyons se multiplier les discours dans les médias, soulignant le droit à la différence neurologique. Une différence qui serait naturelle, normale et génétique. La génétique a vraiment bon dos. C'est l'argument préféré de ceux qui ne savent rien et de ceux qui veulent cacher la vérité. On entend maintenant parler de neurodiversité, de neurotypique. On voit de plus en plus de héros autistes dans les films et les séries, tous cool, décalés ou franchement géniaux. Mais ce sont des syndromes d'Asperger ou d'anciens autistes sévères.
qui s'expriment publiquement et invoquent leur droit à la différence. Ces personnes se présentent comme les porte-paroles de tous les autistes. Mais c'est oublier que 85% d'entre eux ne peuvent pas exprimer leur souffrance. Si un autiste exprime son droit à la différence, je vois pas où est le problème, mais il ne peut parler qu'en son nom propre et certainement pas au nom d'une diversité neurologique et surtout pas au nom de toutes les personnes autistes. Car chaque trouble autistique est différent. Alors il faut arrêter ce délire. Car tu verras peu à peu, critiquer l'autisme sera assimilé à du racisme. Cela deviendra un tabou de plus. Mais pour 85% des familles d'autistes, elles devront gérer seules la souffrance physique et psychique de leur enfant. Un enfant qui ne ressemblera pas au héros des séries télé. Un enfant parfois en déficit intellectuel dans 30% des cas. Un enfant qui verra surtout son espérance de vie réduite de 16 à 30 ans, du fait de ses comorbidités. Et on dira à ces familles qu'on ne sait pas ce qui a causé l'autisme de leur enfant. On ne leur dira pas qu'ils souffrent de multiples inflammations chroniques. On ne leur dira pas que l'aluminium injecté à un âge crucial pour le développement neurologique est très probablement à l'origine de ces inflammations chroniques cérébrales. On ne leur dira pas surtout qu'il est possible d'en guérir en éliminant toutes ces inflammations, notamment par la nutrition, avant de stimuler la neuroplasticité naturelle du cerveau. Et pour ceux qui ne comprennent que le langage de l'argent, cette soi-disant différence neurologique coûte à la collectivité 7 milliards d'euros en France par an, selon la Cour des comptes, et entre 11 et 60 milliards aux États-Unis, selon le CDC. C'est juste l'équivalent de 200 hôpitaux, ou bien 7 fois le budget que l'Inde a dépensé pour éradiquer la polio de 2003 à 2012. Nous préconisons la création d'un institut national, non pas de l'autisme, mais du neurodéveloppement. Non, mais faisons beaucoup plus simple. Arrêtons d'injecter un neurotoxique à un être en plein développement. Alors maintenant, moi je dis, ça suffit, on arrête le délire. Nous sommes aujourd'hui en France obligés d'injecter à nos bébés un neurotoxique dont il n'a jamais été prouvé qu'il était sans risque, notamment pour le nourrisson, et ce, malgré de très nombreux signaux d'alerte. Soyons clairs, cet acte vaccinal adjuvé à l'aluminium revient à l'expérimentation médicale forcée. C'est un acte d'inconscience criminelle qui viole le code de Nuremberg, justement établi après la Seconde Guerre mondiale pour empêcher que l'horreur des expériences nazies ne se reproduise. Aucun acte médical ne peut être imposé à un être humain. Tout acte médical doit être précédé d'un consentement éclairé. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Un immense scandale sanitaire. Un gâchis humain inimaginable. Pas des millions de morts, mais des millions d'êtres abîmés, handicapés. Une souffrance à échelle mondiale. Le problème, c'est que ce scandale est si énorme, si systémique, qu'il est too big to fail. Exactement comme les grosses banques, il ne peut pas éclater, c'est impossible. Au mieux, tout ce qu'on peut faire, c'est retirer l'aluminium le plus vite possible des vaccins. Évidemment, l'industrie sait parfaitement que le temps de l'aluminium est compté. Il est fort à parier qu'ils ont prévu un plan B. Tout ce qu'on peut faire, c'est les forcer à appliquer ce plan B. Le phosphate de calcium, par exemple. Le plus tôt possible. Mais ne te fais pas d'illusions. L'aluminium ne sera jamais accusé de quoi que ce soit. Personne ne sera jugé. Tout se fera probablement avec un bel emballage marketing, vantant des vaccins sans alu, comme les déos, qui coûteront bien plus cher évidemment. Et les stocks de vaccins adjuvés seront écoulés dans les pays en voie de développement. Mais le scandale, lui, restera silencieux. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'un scandale iatrogène, causé par un acte médical, et pas des moindres, celui sur lequel repose la légitimité de la médecine dite moderne. Celle-là même qui montre dans de nombreux domaines sa défaite totale, mais refuse de l'admettre. Alors nous avons le devoir de prendre la mesure de la situation. Aucun organisme ne viendra à notre aide, aucune législation ne protégera nos enfants. Au contraire, nous sommes seuls avec notre conscience et notre raison, face à une hypnose collective imposant à la majorité un acte médical qui ne répond pas aux critères les plus élémentaires de sécurité. Parents, nous sommes les seuls et uniques responsables de la santé et du bien-être de nos enfants. Personne d'autre n'a cette responsabilité. Aucun médecin, aucun ministre, aucun laboratoire n'est responsable de la santé de mon enfant. Parents, il est temps pour nous de prendre de grandes décisions. Nous devons convaincre les pédiatres que l'heure est venue de se mettre sérieusement au travail. Je vous propose donc d'imprimer le dossier en commentaire et d'en discuter avec eux. Il est temps pour nous tous de mettre de côté nos croyances et de lire les études qui décrivent les mécanismes toxiques de l'aluminium vaccinal. Les pédiatres doivent comprendre qu'en l'état actuel des choses, ils sont malgré eux les docteurs Mengele d'aujourd'hui. C'est une information absolument insupportable et la plupart des pédiatres sont en dissonance cognitive, refusant ne serait-ce que d'étudier la question. Car ils risquent gros, évidemment.
mais à eux de s'unir et de faire évoluer les pratiques. Et pour cela, il va falloir que nous, parents, soyons très, très persuasifs et persévérants. Voici également ce que je propose. Dans un premier temps, réclamons le retrait de l'aluminium des rappels. On sait que c'est inutile, ça doit être faisable dans un temps relativement court. Ouvrons un crowdfunding et finançons nous-mêmes une étude pertinente sur l'aluminium vaccinal, avec évidemment de vrais groupes contrôle. Je me dis que si chaque maman donne 1 euro à la naissance de son enfant, on pourrait récolter 800 000 euros par an en France. Je lance l'idée, parlons-en. Enfin, je pense que la raison nous impose de respecter le principe de précaution et de boycotter tout vaccin contenant de l'aluminium. La photolaboratoire, ils n'ont qu'à faire leur travail correctement. L'industrie doit être tenue responsable pour avoir bâclé depuis au moins 30 ans les tests de sécurité sur les adjuvants d'aluminium des vaccins. Personnellement, je ne mettrai jamais en danger le développement neurologique de mon bébé, à court, moyen ou long terme, dans le but de le protéger d'une maladie hypothétique. Je trouve cette logique absurde. Je sais que désormais, certains parents, pour ne pas renier leur foi en la sécurité des vaccins, osent clamer qu'il vaut mieux avoir un enfant autiste plutôt qu'un enfant mort. Mais mort de quoi ? Va savoir. Mais là, on touche vraiment le fond de la croyance aveugle. Une telle dissonance cognitive, personnellement, je trouve ça terrifiant. Si vous trouvez mon discours irresponsable, je vous invite à prendre le recul nécessaire pour approfondir la question. Évidemment, si vous ne faites pas ce travail, vous resterez campé sur vos positions et la situation n'évoluera pas. Car si je me trompe, prouvez-le-moi, avec des arguments rationnels, sans appel à l'émotion, sans argument d'autorité, et de préférence avec respect. La science est claire. Les troubles autistiques sont causés par une activation immunitaire dans le cerveau et la production de certaines cytokines, les interleukines 6 et 17, pendant le développement cérébral, les premières années de vie. Soutenir que la cause et les mécanismes de l'autisme sont encore inconnus aujourd'hui est une allégation purement politique et non pas scientifique. Comprendre les causes de l'autisme, c'est comprendre que nous sommes face à un scandale sanitaire iatrogène d'échelle mondiale. C'est la médecine moderne qui est in fine responsable de cette situation intolérable. C'est d'autant plus intolérable que le fait de connaître les causes de l'autisme laisse présager des remèdes simples pour potentiellement en guérir. Éliminer l'aluminium du corps est la première chose à faire, sans quoi aucune thérapie ne pourra reconstruire les neurones et cellules endommagées. C'est une sacrément bonne nouvelle, tu ne trouves pas ? De toute façon, croire sans raison, ça, je ne sais pas faire. J'ai un cerveau et j'ai tendance à l'utiliser. Alors je vous conseille sérieusement de vous y mettre. Lisez les études, devenez spécialiste ou formez-vous un minimum. La raison est la seule arme qui nous reste. Mais bon, moi perso, je suis quelqu'un d'optimiste, alors je vais finir sur une super bonne nouvelle. Il existe déjà un autre vaccin sans aluminium. Si, PureVax pour les furets. C'est sans danger